Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a de ça 2 ans sur la chaîne, j'avais sorti le tout premier épisode d'une série qui s'appelle Les 4 mystères résolus sur Harry Potter. Une série dans laquelle on s'amusait à répondre à des questions sans réponse autour de l'univers de Harry Potter, où on essayait d'élucider des mystères auxquels on n'aurait pas forcément toujours des réponses. Une série qui comporte à présent 5 épisodes maintenant. 5 épisodes qui forment plus ou moins une sorte de saison 1 des 4 mystères résolus quelque part, puisqu'au début de l'épisode 1 on commence avec une petite histoire qui se termine en fait à la fin de l'épisode 5. Et dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai tout rassemblé dans une seule et même vidéo, histoire que vous ayez tout simplement tous les épisodes au même endroit dans la même vidéo. Comme ça vous aurez absolument toute l'histoire autour de cette saison 1 avant de pouvoir attaquer la saison 2 qui commencera l'année prochaine. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo et qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, ça vous permet de découvrir tout simplement 20 questions sans réponse auxquelles on va essayer de répondre dans l'univers de Harry Potter. Donc on y va, c'est parti, voici 20 mystères résolus dans l'univers de Harry Potter. Ah ah, c'en est fini de ton règne, misérable imposteur. Ah tiens papy, bonjour, comment vas-tu? T'as l'air en forme, dis-moi aujourd'hui. Silence, inutile de chercher à détourner mon attention. Si je suis là, ce n'est certainement pas pour tailler la bavette avec toi, mais bel et bien pour provoquer ta chute et montrer à tout le monde sur cette chaîne que tu n'es rien d'autre en réalité qu'un misérable mensonge. D'accord, et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour que je puisse visualiser un peu mieux ce que t'as derrière la tête? Parce que je t'avoue que c'est pas très clair là. La seule chose que tu as besoin de savoir, mon cher petit-fils, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde ici saura qu'en réalité tu n'y connais strictement rien à Harry Potter. Mais qu'est-ce que c'est vilain ça, dis donc, mais tu vas quand même pas oser me faire ça. Je vais me gêner, tiens, et pour y parvenir, je vais simplement te poser 4 questions que les gens se posent régulièrement sur Harry Potter. 4 questions qui sont en fait 4 mystères que personne n'a jamais réussi à élucider. 4 questions auxquelles tu ne parviendras jamais à répondre. Ah, là ça commence à me plaire. J'ai la certitude absolue que tu n'as aucune chance de réussir. Et c'est ce qu'on va voir papy, moi je suis là, je suis prêt, on y va, c'est parti, let's go. Pourquoi Dumbledore ne soigne-t-il pas sa main malade avec les larmes de fume sec? Voilà une excellente question. À partir du moment où Dumbledore a compris que Voldemort avait créé des Horcruxes, vous le savez, il s'est lancé à leur recherche dans l'espoir de les détruire. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans l'ancienne maison des Gaunt, les Gaunt n'étant ni plus ni moins que la famille de la maman de Voldemort, pour essayer de trouver l'un de ces Horcruxes. Oui, parce que Dumbledore, connaissant un peu Tom Jedusor quand même, supposait que ce dernier avait choisi des objets qui lui sont chers pour les transformer en Horcruxes. Et pour trouver un objet qui a une signification particulière pour lui, pourquoi pas commencer par chercher dans l'ancienne maison de sa mère. D'autant plus qu'il avait raison d'aller chercher là-bas, puisque c'est dans la maison des Gaunt qu'il a trouvé le premier des Horcruxes qu'il était en train de rechercher, à savoir la bague des Gaunt. Mais le problème, c'est que pour compliquer la vie de ceux qui voudraient justement détruire ces Horcruxes, parce qu'il se doutait bien que ça allait arriver, Voldemort ne s'est pas contenté d'y cacher une part de son âme, non. En plus de ça, il a enchanté ces différents objets avec des maléfices afin de les protéger des éventuels chasseurs de Horcruxes. Et bien évidemment, à chaque fois, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour éliminer les personnes qui voudraient s'en prendre aux morceaux d'âme du Seigneur des Ténèbres. Et en ce qui concerne l'anneau des Gaunt, c'est bien simple, il a été doté d'une malédiction qui provoque chez quiconque oserait le mettre à son doigt la mort. Simple, rapide, précis, tout ce qu'on aime quand on est un seigneur des ténèbres digne de ce nom. Et malheureusement, au cours de sa recherche, vous le savez, Dumbledore a été atteint par cette malédiction, puisque lorsqu'il a trouvé la bague, il a tenté de la mettre à son doigt. Quoi? Mais pourquoi il fait ça? Il est pourtant pas stupide, Dumbledore, il devrait s'en douter que c'est hyper dangereux et que c'était pas une bonne idée. Et dans le principe, oui, il savait bien qu'il y avait un risque. Il savait qu'il y avait de fortes chances que Voldemort n'ait pas laissé ses Horcruxes sans défense. Et pourtant, ce risque, il l'a pris et il a décidé de porter la bague. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Dumbledore à courir un tel danger? À cause d'un détail, un tout petit détail de rien du tout. Parce que la bague des Gaunt n'est pas une bague ordinaire. Elle est sertie d'une pierre noire sur laquelle est gravé le symbole des reliques de la mort, et cette pierre, ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est une pierre extrêmement précieuse, puisqu'il s'agit d'une des 3 reliques de la mort, la pierre de résurrection. Et Dumbledore, quand il a vu cette pierre, il l'a reconnue. Et connaissant ses effets, sachant qu'en l'utilisant, il pourrait revoir sa sœur décédée ainsi que ses parents, il n'a pas pu s'empêcher de la passer à son doigt, dans l'espoir de pouvoir leur dire à quel point il est désolé et à quel point il s'en veut pour ce qui est arrivé. Parce que souvenez-vous, si sa sœur est morte, c'est en grande partie à cause de lui. Mais bien évidemment, il n'en a pas eu l'occasion, puisqu'en portant la bague, il a immédiatement été affecté par une puissante malédiction, une malédiction censée le tuer, que le professeur Rogue parviendra à contenir uniquement, mais temporairement, dans sa main, et à partir de là, ils le savent tous les deux, Dumbledore n'a plus qu'1 an à vivre avant que la malédiction ne le tue. Et c'est là que se pose la question qui nous intéresse, pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas soigné sa
sa main malade avec les larmes de fume sec. Puisque nous savons depuis la Chambre des Secrets que les larmes de Phénix ont un pouvoir de guérison exceptionnel. Elles peuvent guérir absolument n'importe quelle blessure, elles sont le seul antidote connu au venin du basilic, et pour dire à quel point c'est balèze, elles peuvent même guérir quelqu'un qui est à 2 doigts de mourir. En gros, Dumbledore, il a littéralement dans son bureau une fontaine à remède miracle. Bon alors c'est sûr, il faut le faire chialer, fume sec, mais à mon avis, si c'est une question de vie ou de mort pour ta personne, ça m'étonnerait que 30 millions d'amis viennent te faire chier parce que t'as foutu un pain dans la gueule à ton phénix. Alors pourquoi ne pas en faire usage à ce moment-là, hein? En réalité, la réponse est assez simple, puisqu'il faut garder à l'esprit que, comme on l'a dit, les larmes de Phénix peuvent guérir n'importe quelle blessure physique. Or, ce dont on parle ici, c'est bel et bien d'une malédiction, pas d'une blessure physique. On parle d'un sort qui a été lancé à Dumbledore et qui est censé provoquer sa mort. Ce n'est pas du tout la même chose et il est fort probable que les larmes de Phénix soient inefficaces contre ce type de problème. D'accord, mais puisque Rogue, comme tu l'as dit, a réussi à contenir la malédiction dans la main de Dumbledore, est-ce que la solution la plus simple ne serait pas tout simplement de se couper la main? Parce que certes, ça ferait sans doute vachement mal, mais au moins il resterait en vie. Ah, c'est bien vu ça, mais en fin de compte, ça ne fait que soulever un autre problème, c'est qu'on ne sait pas si la malédiction est réellement contenue uniquement dans sa main. Parce que peut-être que la seule chose qui a été ralentie, ce sont uniquement les effets de la malédiction. Et rien ne nous dit qu'une fois que sa main sera coupée, la malédiction ne sera pas toujours dans le reste de son corps. Puisque comme on l'a dit, ce n'est pas un problème de blessure physique, c'est un problème de magie. Ce qu'a fait Rogue ici, c'est simplement ralentir les effets d'une malédiction qui a été lancée à Dumbledore tout entier, et qui a simplement tué sa main en premier parce que c'est sa main qui a été touchée en premier. Mais il est fort probable que la malédiction soit déjà liée à l'intégralité de son corps. Bah oui, mais puisque de toute façon, s'il fait rien, il va mourir, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer quand même, au moins pour voir ce qui se passe? Bah oui, mais il faut quand même se poser la question de toute façon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le soigner? Parce que je te rappelle quand même qu'il y a quelque chose de très important que tu n'as pas pris en compte, c'est que Severus Rogue est sous serment inviolable à ce moment-là. Un serment inviolable qu'il a passé avec Narcissa Malfoy et qui l'oblige à tuer Dumbledore avant la fin de l'année si Drago Malfoy n'y parvient pas. Or, pour gagner définitivement la confiance de Lord Voldemort, Rogue a besoin de ce meurtre, parce qu'il est l'atout ultime de leur plan. Ça veut dire que dans tous les cas, avec ou sans malédiction, Dumbledore va mourir avant la fin de l'année. Donc il n'est pas important de réussir à la vaincre, cette malédiction, en fin de compte. Puisqu'avant même qu'elle se remette à faire effet, Dumbledore sera mort d'une autre manière. Et de plus, quand on sait qu'il savait très bien le risque qu'il encourait en mettant la bague à son doigt, quand on sait qu'il l'a quand même porté juste pour revoir sa famille et pouvoir leur parler pour leur dire à quel point il est désolé, eh ben on a de bonnes raisons de penser que Dumbledore était tout simplement prêt à mourir. Parce que c'est un homme qui a cherché toute sa vie et en vain à se pardonner à lui-même ce qui est arrivé à sa petite sœur. Absolument toute sa vie n'est qu'une quête de rédemption qui n'a mené à rien. Il a jamais vraiment réussi à passer à autre chose. Il vit avec ce fardeau depuis tellement d'années qu'il en a peut-être marre aussi de le porter. Peut-être même qu'il s'est mis à penser avec les années que finalement la mort c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Peut-être qu'il pense qu'il mérite de mourir. Peut-être qu'il pense en fin de compte que la mort c'est le seul et dernier moyen qui lui reste pour trouver enfin la paix. Et c'est pour toutes ces raisons que Dumbledore n'a pas soigné sa main de la malédiction. C'est pour toutes ces raisons qu'il a accepté son sort funeste. Ah bah dis donc mon grand, tu sais mettre l'ambiance toi, je te remercie, on a tous envie de se tirer une balle maintenant. En tout cas, toutes mes félicitations, tu as peut-être réussi à contrer ma première attaque, mais voyons un peu comment tu t'en sortiras avec mon deuxième mystère. Je suis ton homme, tu peux y aller. Pourquoi Fred et George n'ont-ils jamais vu Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur? Alors là, on a affaire à une question qu'absolument tout le monde s'est posée au moins une fois en ayant regardé Harry Potter. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est pas normal du tout que les Weasley n'aient jamais remarqué Peter Pettigrew sur la carte. Parce que vous allez quand même pas me dire que les jumeaux Weasley n'ont jamais remarqué qu'il y avait toujours un mec qui s'appelle Peter Pettigrew, donc un mec qu'ils connaissent pas, qui traîne avec leur petit frère. Parce que moi je dis ça, je dis rien, mais je pense quand même que ça m'aurait un tout petit peu interpellé. Mais le fait est le suivant, Fred et George n'ont jamais remarqué Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur. Alors que pourtant, il apparaît sur la carte. C'est même comme ça qu'on a réussi à savoir qu'il était encore vivant. Et c'est une question qui a pas mal fait parler d'elle, tellement ce n'est pas logique que les Weasley n'aient jamais rien remarqué à ce niveau-là. C'est une question qui a tellement tourné sur internet que de nombreuses théories ont vu le jour. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Il était une moldue que je vous mets dans la description, qui retrace la plupart des meilleures explications qui pourraient répondre à cette question. Et je vous avoue que en ce qui me concerne, il y en a une que je trouve vraiment particulièrement convaincante. Il s'agit d'une théorie qui nous dit que si les Weasley n'ont pas vu Peter Pettigrew apparaître sur la carte du maraudeur, c'est parce que Peter Pettigrew est un maraudeur et que la carte du maraudeur ne montre les maraudeurs
uniquement qu'aux autres maraudeurs. Et pourquoi diable est-ce que ça fonctionnerait comme ça? Mais réfléchis 2 secondes, si toi tu crées une carte qui permet de suivre en temps réel les déplacements d'absolument tout le monde dans le château, est-ce que tu penses pas que tu mettrais en place un genre de système de sécurité qui fait qu'on peut pas utiliser la carte du maraudeur contre toi? Parce que imagine qu'il se la fasse confisquer par un prof et que le prof en question découvre comment on l'utilise. Est-ce que tu penses pas que ce serait une très mauvaise nouvelle si tous les profs de l'école pouvaient d'un seul coup suivre tous tes déplacements en direct avec ton invention? Oui, c'est vrai que vu comme ça, tout de suite, ça paraît beaucoup plus logique, en effet. Bah bien évidemment, et pour contourner ce problème, quoi de mieux que de faire en sorte que personne d'autre qu'eux-mêmes ne puisse les voir sur la carte? Oui, mais objection, votre honneur, parce que je te signale que dans Le Prisonnier d'Azkaban, Harry aussi voit Peter Pettigrew sur la carte, alors qu'il n'est pas un maraudeur. Oui, c'est vrai, mais déjà si on part du principe que Harry est lui-même le fils de James Potter, alias Cornedru, donc justement l'un des 4 créateurs de la carte, alors le sang d'un des maraudeurs coule justement dans ses veines, et par conséquent ça peut totalement justifier pourquoi Harry peut lui aussi les voir sur la carte, mais même sans ça, il faut aussi savoir que le fait que Harry puisse voir Peter Pettigrew sur la carte, ça c'est un ajout des films, et ce n'est pas présent dans le livre. Et justement dans le livre, ce n'est pas Harry qui voit Peter Pettigrew sur la carte, non. Dans le livre, c'est Rémus Lupin qui fait cette découverte. Rémus Lupin, alias Lunar, qui est justement l'un des 4 maraudeurs. Et par conséquent, cette théorie fonctionne très bien, et je pense même que c'est la vérité, tu vois. C'était bien joué, petit, mais nous n'en sommes encore qu'à la moitié de cette vidéo. Et je te préviens tout de suite, le prochain mystère risque de te donner bien du fil à retordre. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais te laisser t'en tirer aussi facilement? Bah vas-y, balance, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi Rogue ne donne-t-il pas directement l'épée de Gryffondor à Harry, au lieu de la cacher au fond d'un lac gelé? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Eh ben, j'en dis que j'ai une explication. Et moi j'en dis que c'est sûrement des conneries. C'est ce qu'on va voir. Effectivement, dans Harry Potter et les reliques de la mort, à un moment donné, Harry est guidé par un Patronus en forme de biche jusqu'à un lac gelé au fond duquel il trouvera l'épée de Godric Gryffondor. Une relique extrêmement rare ayant appartenu à l'un des 4 fondateurs de Poudlard et qui a la particularité d'absorber et d'assimiler tout ce qui peut la renforcer. Or, il se trouve que durant sa 2e année, Harry s'est servi de cette épée pour vaincre le basilic de la Chambre des Secrets, un événement qui a permis à l'épée d'assimiler le pouvoir du venin du basilic, à savoir sa capacité à détruire les Horcruxes. Ce qui se trouve être extrêmement pratique quand on s'appelle Harry Potter et qu'on cherche justement à détruire les Horcruxes de vous savez qui. Alors forcément, quand Harry a vu qu'il y avait l'épée au fond de ce lac gelé et qu'il savait très bien que ça lui serait utile, et bah il a bien eu envie d'aller la chercher. Et ce, même s'il savait que ça serait extrêmement douloureux de plonger là-dedans. Et pour savoir comment elle est arrivée là, et surtout pour savoir qui a invoqué ce Patronus qui a guidé Harry jusqu'à l'épée, il faudra attendre la fin du livre pour comprendre que l'homme qui se cachait derrière tout ça était en réalité le professeur Rogue lui-même, qu'on pensait être un méchant alors qu'en fait il agissait depuis le début dans l'ombre pour combattre Voldemort. Mais du coup se pose forcément la question qui tue, mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller mettre l'épée au fond d'un lac gelé au lieu de tout simplement la poser par terre pour qu'Harry ait plus qu'à se pencher pour la ramasser? Parce que le coup du Patronus là qui guide Harry jusqu'à l'épée, ça je veux bien, parce que Harry ne doit pas se rendre compte qu'en fait c'est Rogue. Parce que Rogue lui c'est super important qu'il garde sa couverture. Or si Harry sait que Rogue est en fait de leur côté, et que Voldemort se rend compte de ça à cause de la connexion qu'il a avec Harry justement, et ben c'est la merde et ça fout tout en l'air. Alors là je comprends pourquoi Dumbledore il a demandé à Rogue de rester super discret. Clairement c'est assez clair qu'il pouvait pas lui donner l'épée en main propre. Mais en revanche ce qui est pas facile à comprendre c'est pourquoi est-ce qu'il est allé la mettre au fond d'un lac gelé. Pourquoi est-ce que ça avait besoin d'être si difficile à atteindre? Parce que clairement Harry il a pas du tout envie d'y aller hein. Et ça se comprend d'ailleurs parce que écoutez un peu ce qui lui arrive quand il y va. Le froid se transforma en douleur, l'attaqua comme un feu. Son cerveau lui-même semblait avoir gelé tandis qu'il s'enfonçait dans l'eau sombre et tendait la main vers le fond à la recherche de l'épée. Il déguste quand même méchamment quand il va chercher l'épée au fond du lac. Déjà que moi j'ai du mal à aller dans l'eau d'un seul coup quand la Méditerranée elle est à 23 degrés, si j'avais été à la place de Harry, j'aurais vu l'épée, j'aurais fait non, 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 j'y vais pas, non c'est mort, non c'est bon, stop, j'abandonne, Voldemort il restera vivant, vous vous démerdez avec lui, vous trouvez quelqu'un d'autre, mais moi c'est mort, je le fais pas. Ciao. Non parce qu'à un moment donné, je veux bien être sympa, mais faut pas trop m'en demander non plus, hein. Y a des limites à ce que je suis capable de supporter, attention. Et là, en l'occurrence, j'ai pas envie d'aller me les geler là-dedans. Je vais avoir le kiki comme ça, c'est bon, ça suffit, stop. J'ai bien envie de dire que ça ne changera pas trop d'habitude, Potter. Mais oh, ouais, c'est qui a dit ça là? Je t'emmerde d'abord. Il risque carrément l'hypothermie s'il reste trop longtemps. Alors pourquoi infliger ça à Harry alors que ça pourrait être tellement plus simple? Eh bien, croyez-le ou non, mais en fait, tout était calculé et c'était pour une raison bien précise que Rogue a mis l'épée au fond de ce lac, puisque tout à la fin du livre,
livre, au moment où Harry regarde les souvenirs de Rogue dans la pancine, voici ce que le tableau de Dumbledore dit à Severus Rogue. Très bien, s'écria le portrait de Dumbledore derrière le fauteuil directorial. Maintenant Severus, l'épée. N'oubliez pas que seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Seule la nécessité et la bravoure permettent de s'en servir. Ça veut donc dire que même s'il arrive à mettre la main dessus, il ne pourra pas s'en servir s'il ne remplit pas ces deux conditions. Et autant pour la nécessité, je pense que c'est assez admis qu'il en a besoin, donc ça devrait pas poser problème. Autant pour pouvoir s'en servir, il devra quand même impérativement accomplir un acte de bravoure. Et c'est pour cette raison que Rogue a mis l'épée au fond d'un lac gelé et pas simplement par terre. Pour que Harry puisse prouver sa bravoure en montrant qu'il est capable de se dépasser et de se mettre en danger pour accomplir sa quête, et pour qu'il puisse se servir de l'épée dont il a absolument besoin. Et voilà, mystère résolu. Je dois avouer que je suis déçu, papy. C'est vraiment tout ce que t'as à me proposer. Mais dis donc, tu vas te calmer, je te signale que j'ai pas dit mon dernier mot, mon petit gars. J'ai encore un mystère sous le coude, et comme tu vas pouvoir le constater, j'ai gardé le plus difficile pour la fin. Je suis désolé parce que tu t'es bien battu, mais à présent c'est terminé. Tremble Xionixès, crains mon pouvoir et incline-toi devant mon attaque ultime. Comment Harry Potter peut-il bloquer un Avada Kedavra avec un simple Expelliarmus? Oula, alors attends, parce que là, faut que je regarde un truc, parce que j'avoue que t'as tapé fort cette fois-ci, et je sais pas très bien si je vais pouvoir m'en sortir. J'étais sûr que tu ne ferais pas le point. Mais tu sais, ce n'est pas grave, parfois on perd, parfois on gagne, c'est la vie. Mais tu as de la chance, tu sais, parce que tu peux quand même te vanter d'avoir perdu face aux meilleurs. Et ça, vois-tu, c'est un sacré privilège dont tu pourras te vanter pendant bien... J'ai trouvé. Oh mais c'est pas vrai, tu te fiches de moi. Et la question est légitime, puisque c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on peut voir Harry réussir à repousser un Avada Kedavra, donc le sortilège de mort instantanée, hein, une magie noire extrêmement puissante nécessitant énormément de pouvoir, connu pour être absolument imbloquable et n'ayant pas le moindre contresort, avec un Expelliarmus, le sortilège de désarmement que tu apprends aux élèves de Poudlard quand ils ont 12 ans. À partir de là, il y a deux possibilités. Premièrement, soit Voldemort est en réalité une grosse quiche, et dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi tout le monde a peur de lui, ou deuxièmement, il y a un truc logique qui explique pourquoi Harry arrive à faire ça. Et comme bien évidemment Voldemort n'est pas une grosse quiche, bien au contraire, je vais vous expliquer pourquoi en réalité, il y a une explication très simple qui explique pourquoi Harry arrive à faire ça. Et cette explication logique, c'est quelque chose qu'on a vu dans le premier tome de Harry Potter. C'est Ollivander qui nous le dit au moment où il vend sa baguette à Harry, c'est le fait que la baguette de Harry et la baguette de Voldemort sont en réalité des baguettes jumelles, à cause du fait qu'elles ont toutes les deux le même cœur, étant donné qu'elles ont toutes les deux en guise de cœur une plume provenant du même phénix. Et ça change tout, parce que ce qu'on sait à propos des baguettes jumelles, c'est qu'elles ne peuvent pas s'affronter. Et lorsqu'on les oblige à se battre l'une contre elles, il se produit un phénomène rarissime qu'on appelle Priori Incantatem, une manifestation de magie provoquant la relecture des derniers sorts utilisés par l'une des deux baguettes, ainsi que l'apparition d'un écho des défunts assassinés par la baguette si celle-ci a été utilisée dans un sortilège de mort. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui se passe à la fin de la Coupe de Feu, quand dans le cimetière, Harry repousse le sortilège de Voldemort avec un Expelliarmus et voit apparaître ses parents à côté de lui. Et si Harry a pu repousser un Avada Kedavra avec un simple Expelliarmus, c'est parce que leurs baguettes étaient des sœurs et qu'elles ont refusé de s'affronter à cause de ça. Oui, mais à la fin des Reliques de la Mort, Harry parvient quand même à repousser un Avada Kedavra avec un Expelliarmus, alors que pourtant Voldemort n'a plus sa baguette. Puisque souviens-toi, à ce moment-là, il a la baguette de Suro, alors ça ne tient pas debout ce que tu dis. Oui, c'est vrai, mais pour ça, il y a aussi une explication. Et cette fois-ci, effectivement, ce n'est pas une histoire de baguette jumelle, par contre, c'est une histoire de véritable propriétaire de la baguette de Suro. Puisque, comme vous le savez, jusqu'à la fin de l'histoire, Voldemort n'a jamais été le véritable maître de la baguette de Suro. Étant donné que c'était Dumbledore qui en était le maître avant que Drago le désarme, et puis ensuite c'est Harry qui a désarmé Drago et qui en est devenu le vrai propriétaire. Au moment de cet affrontement, c'est Harry le vrai maître de la baguette de Suro. C'est à Harry qu'elle a prêté allégeance, et par conséquent si Harry a réussi à repousser le sortilège de mort du Seigneur des Ténèbres, c'est tout simplement parce que la baguette de Suro a refusé de s'en prendre à son propriétaire. Oh d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Voldemort arrive à tuer Harry dans la forêt interdite? Bah oui, mais là c'est pas pareil, Harry vous laisse le prendre le Avada Kedavra dans la forêt interdite. Parce que vous savez bien, c'était le seul moyen pour lui d'éliminer la partie d'âme de Voldemort qui vivait à l'intérieur de lui. Et donc forcément, comme il voulait se prendre ce Avada Kedavra, bah la baguette elle a obéi, puis elle lui a lancé un Avada Kedavra. À chaque moment où Voldemort a essayé d'utiliser la baguette contre Harry, le seul moment où ça a vraiment marché, c'est le moment où Harry voulait se prendre le sort. Il a pas essayé de le contrer à ce moment-là. Oh mais c'est pas vrai, décidément ta réponse à tout, hein. Ouais, et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai toujours raison. Ouais, c'est vachement énervant d'ailleurs. Et échec et mat.
Voilà, j'ai encore gagné. Encore? Mais c'est pas possible, tu gagnes tout le temps, comment tu fais? Mais mon petit bonhomme, tu sembles oublier à qui tu as affaire. Je suis le grand général Nixes, pourfendeur du grand dragon des océans, fléau des pirates et surtout grand vainqueur de la bataille de Pourpre-Mer. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis un stratège de génie, quoi. Tu ne pensais quand même pas pouvoir me battre à ce jeu-là. Oui, non mais d'accord, mais justement, vu ton expérience dans le domaine, tu pourrais quand même au moins éviter de te donner à fond, quoi, que j'ai une chance. Parce que là, c'est pas marrant du tout, je me fais défoncer à chaque fois. C'est quand même pas ma faute si t'es un gros naze. Ah bah c'est très marrant ça, n'empêche que tu fais le malin là, mais la dernière fois quand on avait fait cette vidéo, dont le lien se trouve justement dans la description si jamais vous ne l'avez pas encore vu, et bah c'était pas moi qui m'étais fait ridiculiser cette fois-là, moi j'avais réussi à répondre à toutes tes questions et t'avais pas réussi à m'avoir. Tiens donc, comme c'est curieux que tu me parles de cette vidéo, parce que figure-toi que j'ai toujours eu envie de prendre ma revanche. Et bah si tu veux mon grand, vas-y, on se la joue en 4 questions, et si tu arrives à me poser ne serait-ce qu'une seule colle sur Harry Potter, je reconnaîtrai que tu es un génie absolu et que je ne suis qu'un misérable vermisseau. Voilà qui est très intéressant, et bien dans ce cas, vendu, je prends le pari. Mais par contre, si j'arrive à répondre à tout, ce sera à toi de le dire. Pardon? Mais qu'est-ce qui me prend? De toute façon, il n'a aucune chance, je suis sûr de gagner, et ça ne me fait pas peur. Eh bien, vendu quand même! Vois-tu, je travaille sur ce plan depuis maintenant quelques semaines, et je suis absolument certain que tu n'as aucune chance de répondre à tout. Et bah c'est ce qu'on va voir, moi je suis prêt, envoie ta première question. On y va, c'est parti, let's go! Let's go! Question numéro 1. Comment les Potter sont-ils devenus aussi riches? Voilà une bonne question, parce que finalement c'est vrai que quand Harry découvre qu'il est un sorcier et qu'il se rend à Gringotts pour récupérer de quoi s'acheter ses fournitures scolaires, on découvre en même temps que lui qu'en fait ses parents étaient blindés de chez blindés, et que son coffre contient une quantité absolument hallucinante de pièces d'or. D'ailleurs si vous voulez vous faire une idée, pour savoir à peu près combien d'argent est-ce qu'il a sur son compte, et bah dans une précédente vidéo on s'était justement amusé à compter ce qu'il avait sur son compte en se basant sur les images qu'on avait dans le film, et on était arrivé à une somme absolument astronomique. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez cliquer juste ici pour aller la voir. Mais forcément, la question qui se pose automatiquement est la suivante. D'où vient tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, les parents de Harry, pour arriver à être autant pétés de thunes? Surtout qu'ils avaient quelque chose comme à peine 21 ans quand ils sont morts, alors comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour avoir un coffre aussi plein à craquer que ça? Eh bah, je vais vous le dire. Parce que la réponse, on la connaît, et c'est J.K. Rowling elle-même qui nous l'a expliqué. L'origine de la famille Potter remonterait au XIIe siècle avec un sorcier du nom de Linfred de Stinchcombe. Et ce sorcier, en l'occurrence, avait une particularité, il vivait constamment entouré de moldus qu'il passait son temps à soigner grâce à la magie. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il cultivait des plantes magiques dans son jardin, il en faisait des potions, et après il vendait ses remèdes miraculeux aux gens du village pour se faire de la thune. Ce qui lui a permis d'inventer et de tester tout un tas de potions qui sont encore utilisées de nos jours, comme par exemple la potion de repousse des os que Harry utilise quand il se pète le bras au Quidditch dans la chambre des secrets, ou encore la potion qui permet de se réchauffer, qu'on a pu voir dans la coupe de feu lors de l'épreuve qui se déroule dans le lac noir. D'ailleurs, fun fact, comme il avait plein de plantes qu'il faisait pousser dans des pots, les gens du village ont pris l'habitude de le surnommer le potier. Et c'est comme ça que le nom Potter a été donné à la famille. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces petites magouilles, ça lui a rapporté énormément d'argent. Ah d'accord, et c'est donc pour ça que les Potter sont aussi riches? Pas tout à fait. Comment ça? Parce que Linfred a eu beaucoup d'enfants de son mariage. Pas moins de 7 qui ont donc dû se partager l'héritage de leurs parents en 7 parts égales. Alors c'est sûr que vraiment beaucoup divisé par 7, ça peut rester encore beaucoup, mais peut-être pas non plus au point de remplir à ras-bord un coffre à Gringotts. Et parmi ces 7 enfants, il y en a 6, bon on sait pas trop ce qu'ils sont devenus, mais par contre il y en a un qui sera bien évidemment l'ancêtre de Harry. Et cet ancêtre, c'est Harwin Potter, qui lui aussi a apporté sa petite pierre à l'édifice quand même, puisqu'il s'est marié avec une fille qui s'appelle Yolante Peverell, qui n'est ni plus ni moins que la petite fille d'Ignotus Peverell, l'un des célèbres 3 frères de la légende. Ce qui a permis de faire rentrer dans la famille Potter non seulement une partie de la fortune des Peverell, mais aussi et surtout l'une des 3 reliques de la mort, la cape d'invisibilité. Ouais, rien que ça. Puis partant de là, les générations se sont succédées et financièrement, il s'est pas passé grand chose. Chacun des membres de la famille Potter s'est plus ou moins contenté de bosser comme des dingues, pour enrichir toujours un peu plus la famille et faire en sorte qu'ils continuent tous de vivre correctement, mais c'est pas vraiment ça qui a apporté vraiment un max de thunes dans le coffre de Harry. Ça a mis une bonne base, hein, on est d'accord, mais c'est pas ça qui l'a complètement fait exploser. Puisque celui qui a fait en sorte que Harry se retrouve avec autant d'argent à Gringotts, c'est surtout son grand-père, donc le père de James Potter, que l'on connaît sous le nom de Fleamont Potter, et c'est lui qui a tout changé. Comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait? Dis-le-moi tout de suite, je veux savoir comment on fait pour se faire plein de thunes! Ah bah il a fait super fort, hein, il a réussi à multiplier par
4 le contenu du coffre des Potter. Donc déjà de base il y avait beaucoup, mais beaucoup multiplié par 4, ça devient vraiment un sacré pactole. Oh mais dis-moi ce qu'il a fait, enfin ce suspense est insoutenable, je veux savoir, dis-le tout de suite. Eh bien papy, accroche-toi bien, parce qu'il a fait un truc absolument dingue. Il a inventé le shampoing. Quoi? Ah non mais c'est pas une blague hein. En gros il a créé une potion qui permet d'avoir les cheveux soyeux, ça a cartonné. Il en a vendu tellement qu'il est devenu vraiment extrêmement riche. Et comme si c'était pas suffisant, quand il a pris sa retraite, il a revendu son entreprise pour un autre super paquet d'argent. Donc le mec s'est fait des couillasses en or massif de gobelins, je vous raconte même pas. Et puis après, bah comme James était son seul héritier, c'est lui qui a tout touché, et puis après il est mort, et du coup c'est Harry qui a hérité du coffre. Et c'est pour ça que Harry est aussi riche. Eh bien c'est extrêmement décevant tout ça. Ouais peut-être, mais en attendant j'ai quand même réussi à répondre à ta question. Oui c'est vrai, mais voyons à présent comment tu te débrouilles avec ma deuxième question. Mais oui vas-y papy, tu peux passer à la suivante, je suis tout à toi. Question numéro 2. Pourquoi le venin du basilic n'a-t-il pas détruit le Horcrux qui vivait à l'intérieur de Harry? Oh, joli. C'est pas facile, mais je pense que je peux le faire. Mais oui, compte là-dessus, je suis sûr que tu vas te planter. Comme vous le savez, il existe très peu de choses qui sont capables de détruire les Horcrux. Et parmi ces choses, il y a notamment le sortilège du feu démon. C'est d'ailleurs comme ça que le diadème de Serdaigle est détruit dans la salle sur demande. Mais surtout, il y a un élément qui est introduit très tôt dans l'histoire, puisqu'il fait son apparition dans le 2e tome de la saga. Il s'agit du venin du basilic. Et tout à la fin de l'histoire, on apprend que Harry, lui aussi, était un Horcrux de Voldemort. Et que par conséquent, si on veut que le Seigneur des Ténèbres soit vaincu une bonne fois pour toutes, bah il va devoir se sacrifier pour détruire la part d'âme de Voldemort qui vit en lui. Mais du coup, ça soulève une question très importante que beaucoup de gens se sont posées. Pourquoi la part d'âme de Voldemort qui vivait à l'intérieur de Harry n'a pas été détruite au moment où il s'est fait mordre par le basilic dans la chambre des secrets? Et c'est une question que vraiment beaucoup de monde s'est posée, parce que c'est vrai que ça nous saute aux yeux. Normalement, si on suit les règles qu'on nous a données à propos des Horcrux, et bah ouais, on est en droit de se dire qu'à ce moment-là, celui qui vit à l'intérieur de Harry aurait dû se faire détruire. Et le fait que ce soit pas le cas, ça ressemble fort à une incohérence. Et je suis d'accord avec vous, ça y ressemble, sauf qu'en fait non, c'en est pas une. Et bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et comme le dit Hermione dans les Reliques de la Mort, il n'est pas nécessaire que ce soit un crochet de basilic, reprit Hermione d'un ton patient. Il faut quelque chose de tellement destructeur que le Horcrux ne puisse pas se réparer de lui-même. Le venin de basilic n'a qu'un seul antidote, qui est extrêmement rare. Les larmes de Phénix, acheva Harry avec un hochement de tête. Il faut quelque chose de tellement destructeur que le Horcrux ne puisse pas se réparer de lui-même. Ce qui veut donc dire qu'un Horcrux peut se réparer de lui-même s'il en a la possibilité. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le venin de basilic, on sait qu'il existe un antidote. Un antidote dont Harry a justement fait usage dans la chambre des secrets grâce à Fumsec, ce qui fait que même si le Horcrux avait été atteint à ce moment-là, il a pu se reconstituer grâce aux larmes de Phénix. Mais attends, du coup ça veut dire que les autres Horcrux, on aurait pu les guérir aussi avec les larmes du Phénix, non? Alors non, parce qu'il existe quand même une énorme différence entre Harry et les autres Horcrux, une différence quand même assez importante, et qui ne vous aura par ailleurs probablement pas échappé, hein, on va pas se mentir. Et cette différence, c'est que Harry n'est pas un objet. Il est bien sûr un être vivant, et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses. Si je prenais brusquement une épée et que je te la passe à travers le corps, Ron, je n'infligerais aucun dommage à ton âme. Avec un Horcrux, en revanche, c'est l'inverse. La survie du fragment d'âme qui y est enfermé dépend de son contenant, de cette espèce de corps ensorcelé. Le morceau d'âme ne peut pas exister sans lui. Donc si le Horcrux est un objet, il est possible de le détruire instantanément avec du venin de basilic. Parce que si l'objet en lui-même est endommagé, c'est son intégrité qui est atteinte. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Un objet, jusqu'à preuve du contraire, ça ne peut pas se soigner, ça ne peut pas cicatriser. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Mais par contre, les êtres vivants, eux, le peuvent. Et si le venin de basilic est effectivement mortel pour Harry, ça ne le tue pas tout de suite. Il faut du temps pour que le venin se répande dans son organisme et finisse par le tuer. Au moins plusieurs minutes pendant lesquelles il sera possible de guérir si l'antidote lui est prodigué. Et c'est précisément ce qui arrive dans la chambre des secrets, puisqu'il reçoit les larmes de Fumsec. Et comme l'a dit Hermione, la survie du fragment d'âme qui vit dans un Horcrux dépend de son contenant. Si Harry survit, alors le fragment d'âme de Voldemort qui vit en lui survit aussi. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que Harry doit mourir dans les reliques de la mort. Parce que sinon, s'il suffisait juste de lui injecter un peu de venin d'un gros serpent, bah vous vous doutez bien que ça aurait pas été très grave. On lui injecte le venin, on lui met l'antidote, et boum, c'est magique, c'est fini. Objection, votre honneur. Et Nagini, alors? C'est un être vivant aussi, il me semble, et pourtant le Horcrux qui vivait à l'intérieur de lui a été détruit instantanément grâce à l'épée de Gryffondor. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bah oui, mais en même temps, Nagini, elle a été décapitée par Neville, papy. Et alors, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le meurtre, hein, mais il me semble que quand on se fait décapiter,
on n'est plus très vivant après. Je suis même à peu près sûr qu'on meurt dans ces cas-là. Donc du coup avec Nagini, bah oui, ça marche. Bien joué, je vois qu'on ne te la fait pas. Bah, en même temps, c'était assez évident, non? Mais tu commencerais pas à fatiguer un petit peu, papy? Peut-être que tu veux admettre ta défaite. Alors ça, jamais, je préfère encore mourir que d'admettre ma défaite. Voyons plutôt ce que tu as à répondre à mon prochain mystère. Question numéro 3. Pourquoi Harry ne voyait-il pas les sombrales avant la mort de Cédric? Ah ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est pas normal qu'ils puissent pas les voir avant. J'ai comme l'impression que je vais encore une fois te mettre un échec et mat. Oh, doucement, attends quand même que j'ai joué. Dans Harry Potter 5, nous faisons la connaissance de nouvelles créatures qu'on appelle les sombrales, qui sont des genres de pégases noirs qui tirent les diligences qui transportent les élèves de la gare de Préolard jusqu'au château de Poudlard. Mais ce qui les rend particulièrement intéressants, ce n'est pas que ce sont des pégases noirs, c'est que ce sont des pégases noirs invisibles à la plupart des gens. Et les seules personnes à posséder la capacité de les voir sont les personnes qui ont déjà vu la mort en face. Et en l'occurrence, Harry, lui, il a déjà vu la mort plusieurs fois, et bien avant sa 5e année. Il a d'abord vu mourir ses 2 parents qui se sont fait tuer par Voldemort. En première année, il a aussi vu mourir le professeur Quirrell. Il a vu en quelque sorte une part de l'âme de Voldemort mourir dans la chambre des secrets. Puis lors de la coupe de feu, il a aussi assisté à la mort d'un de ses amis et concurrents, Cédric Diggory. Et curieusement, c'est seulement la mort de ce dernier qui déclenchera alors chez lui la capacité de voir les sombrales. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que vous croyez. Parce qu'en fait, non, même pas. Puisque dans Harry Potter et la coupe de feu, tout à la fin, quand il retourne au Poudlard Express, avec les diligences donc, qui sont déjà tirées par les sombrales, il ne les voit toujours pas, alors qu'à ce moment-là de l'histoire, il a déjà vu Cédric mourir. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il a pris les diligences à la fin de la coupe de feu? Le dernier chapitre. Dans le hall bondé, Ron, Hermione et lui attendaient, avec les autres élèves de 4e année, les diligences qui devaient les emmener à la gare de Préolard. Donc il a bien pris les diligences après avoir vu Cédric mourir, et pourtant, à aucun moment, il ne fait la mention des sombrales dans ce dernier chapitre. Il ne les voit toujours pas. Alors qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est une incohérence? Est-ce que J.K. Rowling a commis une bourde et n'avait pas prévu de mettre les sombrales dans l'histoire à ce stade? Est-ce qu'elle a pas fait gaffe à ce qu'elle écrivait à ce moment-là? Ou alors est-ce que tout ceci n'aurait pas finalement bel et bien un sens? Est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement que Harry ne remplit pas encore la condition nécessaire pour voir les sombrales? Ce qui voudrait alors dire que Harry n'a peut-être pas encore vraiment vu la mort en face. Et là tu dis n'importe quoi mon grand, parce que tu viens tout juste de citer les fois où il a vu la mort. Ça dépend. Mais comment ça dépend? Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on entend par voir la mort. Et dans une interview, J.K. Rowling s'est exprimée à ce sujet, et voici ce qu'elle a dit. Toute personne qui a enduré un deuil sait qu'il y a un choc immédiat, mais que cela prend du temps de réaliser pleinement que l'on ne reverra jamais cette personne. Tant que ce n'est pas arrivé, je ne pense pas que Harry puisse voir les sombrales. Donc pour voir les sombrales, il faut non seulement avoir vu quelqu'un mourir de ses yeux, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi avoir atteint une certaine étape du deuil, lors de laquelle on réalise que la personne que nous aimions est morte. Or, pour la mort de ses parents, c'était encore un bébé, donc il était trop petit pour comprendre ce que c'est que la mort. Il ne s'est rendu compte de rien, donc il n'a pas réellement traversé de deuil à ce niveau-là. Pour ce qui est de Tom Jedusor dans le 2 et de Quirrell dans le 1, bah évidemment qu'il n'a pas ressenti de deuil pour eux, puisque c'était des méchants, c'était ses ennemis, c'était pas des gens qu'il aimait. Et le premier vrai deuil que Harry a réellement eu à traverser, c'est celui de Cédric. Et s'il n'a pas été capable de voir les sombrales avant son arrivée en 5e année, donc quelques mois plus tard après qu'il ait vu Cédric mourir, et pas directement après, mais vraiment plusieurs mois plus tard, c'est tout simplement parce qu'à la fin du 4, comme ça venait tout juste d'arriver, il n'avait pas encore réalisé que Cédric était mort. Il n'avait pas encore réalisé que la mort avait été là, il n'avait pas encore vu la mort. Mais c'est super triste, pourquoi tu nous racontes ça? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui m'as posé la question, moi je te réponds, c'est tout. Ah bon, bah parce que c'est ma faute maintenant. Mais évidemment que c'est ta faute, c'est toi qui m'as demandé pourquoi Harry voyait pas les sombrales. Si tu voulais pas avoir l'explication, fallait pas me le demander. Mais oui, mais t'étais pas obligé de donner une réponse aussi déprimante. Alors maintenant écoute-moi bien, je vais passer à la dernière question, et je te préviens tout de suite, je veux de la bonne humeur, est-ce que c'est clair? Ah, je vais essayer, mais ça va en grande partie dépendre de toi. Question numéro 4, comment se fait-il que Dumbledore et Rogue n'apparaissent pas devant Harry grâce à la pierre de résurrection? Mais t'es sérieux? Mais comment tu veux que je te donne de la bonne humeur avec une question pareille? Eh oh, non mais c'est pas moi le youtubeur ici, hein. Moi je suis là pour poser des questions, toi tu es là pour y répondre, et le reste c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah j'apporte de la bonne humeur, enfin je fais ce que je peux en tout cas, j'essaye, parce que c'est pas évident avec le sujet que tu proposes. Et donc tu vas faire de la musique pendant que tu parles? Non papy, je vais faire de la musique pendant que je chante. Oh non, tu plaisantes, j'espère, tu vas quand même pas faire ça. Vous avez sans doute remarqué que quand Harry allait se faire buter, il a trouvé un truc dans le vif d'or. L'une des 3 reliques de la mort, la pierre qui permet de voir encore les personnes dont le trépas fut le sort. Il y avait son papa et il y avait sa maman,
et même les amis de ses parents. Mais deux personnes qui auraient dû être là, on ne les a pas vues. Je parle bien sûr de Dumbledore et de Rogue, mais où sont-ils encore? J'ai ma petite théorie, je vais vous l'expliquer. Par contre, je vais arrêter de chanter. Parce que sinon, ça va être un petit peu galère. C'est bon, c'est fini? Oui, papy, c'est bon, c'est fini, tu peux revenir. À la bonne heure. En gros, ce que j'imagine à titre personnel, c'est que la pierre de résurrection ne fait apparaître que les gens dont l'âme n'est pas abîmée par la magie noire. Des gens qui ne l'ont pas pratiquée, des gens qui n'ont pas tué, car comme vous le savez, tuer déchire votre âme. C'est un acte contre nature. Et comme James, Lily, Sirius et Lupin n'ont jamais eu recours à ce type de magie, la pierre peut les faire apparaître. En revanche, on sait qu'au cours de sa vie, Rogue a eu une période où il était un mange-mort, donc on sait qu'il a tué des gens, on sait qu'il a pratiqué la magie noire. Quant à Dumbledore, on sait que lui aussi, à un moment donné, a pratiqué des formes de magie noire, lorsqu'il était encore avec Grindelwald et qu'il cherchait les reliques de la mort et dans sa quête de pouvoir. Ce qui fait que leur âme à tous les deux est abîmée par la magie noire. Et par conséquent, si ma théorie se tient, ce serait pour ça qu'ils ne sont pas apparus devant Harry quand il avait la pierre de résurrection, tout simplement parce que la pierre de résurrection ne fait apparaître que les sorciers qui ont une âme pure. Et voilà, mystère numéro 4 résolu. Papy, il me semble que j'ai encore gagné. Oui, c'est vrai, je reconnais que tu t'es bien défendu. Mais compte sur moi pour revenir avec de nouveaux mystères encore plus durs et la prochaine fois, je suis sûr que je t'aurai. Bon, papy, bien que je sois extrêmement en colère contre toi parce que ce que tu as fait est absolument inacceptable et que tu mériterais que je te crame ta saleté de tableau pour avoir osé faire un truc pareil, je vais te le redemander une fois de plus très calmement. Où est ma collection Harry Potter? Mais comment veux-tu que je le sache? J'y suis pourquoi, moi, si tu fais pas attention à tes affaires? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment j'aurais pu ne pas y faire attention? Tout était juste là, posé sur mes étagères, il y avait absolument aucune raison que ça bouge. T'es sûr que tu l'as pas mise ailleurs? Oh bah oui, plutôt oui, ça fait des années que c'est là, donc oui, je suis sûr que c'était là, oui. Ça pourrait peut-être t'aider de retracer le déroulement de ta journée. Essaye de penser à quand est-ce que tu t'en es servi pour la dernière fois. Arrête d'essayer de m'embobiner, on sait très bien tous les deux que c'est toi. Oh, mais c'est pénible à la fin, pourquoi est-ce que ce serait obligatoirement moi? Oh bah je sais pas moi, peut-être parce que à part moi tu es le seul à avoir accès à cette pièce, peut-être aussi parce que t'es le plus gros casse-couille que la Terre ait jamais porté, ou peut-être que c'est aussi parce que ce que tu tiens dans ta main, c'est à moi justement. Dis donc, c'est incroyable ce que ça brille ton truc là, je me vois carrément dedans. Bon d'accord, oui c'est moi, mais t'inquiète pas, je vais te la rendre ta collection. Ah bah quand même, merci. À condition... Oh non. Que tu réussisses à résoudre 4 nouveaux mystères sur Harry Potter que personne n'a jamais réussi à résoudre. Mais tu perds à chaque fois, je vois pas pourquoi tu t'obstines, t'arriveras pas à m'avoir, ça sert à rien. Nous verrons cela, car sache que je suis revenu plus fort que jamais, et cette fois-ci tu peux être sûr que je ne te ferai aucun cadeau. Oh, je sais pas, non mais vraiment papy, t'es sûr que tu veux jouer à ça? Parce que ça va être très humiliant pour toi là. Je commence déjà à culpabiliser alors que je t'ai même pas encore mis la raclée que je suis à 2 doigts de te mettre. Moins de paroles, sinistre méduse, et un peu plus d'action. Je suis prêt, alors si toi aussi tu es prêt, eh bien dans ce cas on y va, c'est parti. Bon, et ben on y va, c'est parti, let's go alors. Question numéro 1. Pourquoi les Weasley sont-ils si pauvres? Eh bah oui, en voilà une question qu'elle est bonne. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se le demander. Après tout, Arthur Weasley, le père de cette famille, travaille quand même au ministère de la magie. Et pas un petit poste en plus, il est carrément le chef du département dans lequel il travaille. Donc on est en droit de se dire qu'avec un boulot pareil, normalement, Arthur Weasley, bah il est censé bien gagner sa vie. Et pourtant, malgré ce poste bien placé, les Weasley restent une famille qui a l'air d'être vraiment extrêmement pauvre. Ils achètent toutes les fournitures scolaires de leurs enfants d'occasion, leur maison est faite de tout un tas de briques et de broc et tient à peine debout, et on nous dit même que Ron est obligé de porter les vêtements qu'ont porté tous ses frères avant lui, tellement ses parents ont pas les moyens d'en acheter des nouveaux pour lui. Alors après, je sais bien que c'est une famille nombreuse, mais quand même, avec un père qui travaille comme chef d'un département tout entier au ministère de la magie, c'est pas normal que ce soit la dèche à ce point-là. Sauf qu'en réalité, si on réfléchit un tout petit peu au contexte dans lequel Arthur évolue, eh bien ce n'est pas si étonnant que ça. Car oui, Arthur est bien placé, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il est le chef du service de détournement des objets moldus. Il est même fasciné par les moldus. Et déjà, il se trouve que c'est extrêmement mal vu de s'intéresser aux moldus quand on appartient à la société magique, mais ce qui est encore plus mal vu, c'est d'être ce que les sorciers de sang pur appellent un traître à son sang. C'est-à-dire un sorcier qui ne pense pas que les moldus sont des moins que rien, et pire, qui éprouve même de la sympathie à leur égard. Bah oui d'accord, mais je vois toujours pas en quoi ça explique pourquoi les Weasley sont si pauvres. Attends papy, je vais y venir, tu vas voir. Justement, il ne faut pas oublier que dans la communauté magique, les familles riches sont souvent des familles
de sang pur. Tout simplement parce que ce sont des familles très anciennes qui constituent en quelque sorte l'aristocratie du monde des sorciers. Et la plupart des sorciers de sang pur, comme les Malfoy, les Lestrange et tout un tas d'autres, sont des familles de sorciers qui pensent sincèrement que les Moldus sont des êtres inférieurs et qui sont même prêts à s'opposer très fermement à tous ceux qui pensent le contraire. C'est pas pour rien que pratiquement tous les Mange-Morts sont des sorciers issus de ces familles-là. Et malheureusement pour Arthur, le ministère de la magie à ce moment-là, c'est un peu le royaume de la corruption. Certaines familles de sang pur n'hésitent pas à verser des pots de vin à qui veut bien les prendre au ministère, donc pour ainsi dire à peu près tout le monde, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et comme en plus c'est Cornelius Fudge à ce moment-là le ministre de la magie et que c'est un homme hautement influençable et très facile à soudoyer, bon bah je vous laisse imaginer ce que ça donne quand des gens qui détestent les sorciers comme Arthur Weasley peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent avec son patron. Clairement ces mecs, s'ils veulent que Arthur Weasley soit sous-payé, alors Arthur Weasley sera sous-payé. C'est aussi simple que ça. Surtout qu'en l'occurrence, Lucius Malfoy en particulier a réellement une dent contre lui. Parce qu'à cause d'une loi prononcée par Arthur en rapport avec les objets moldus ensorcelés, Lucius a été obligé de subir tout un tas de perquisitions qui ont un peu failli le mettre dans la sauce, étant donné qu'il possède pas mal d'artefacts qui sont liés à la magie noire dans ses placards. Clairement si le ministère tombait là-dessus, c'était pas bon. Sauf que pas de bol pour Arthur, Lucius se trouve être quelqu'un de très influent au ministère. Quelqu'un qui connaît bien le ministre de la magie et qui peut donc très facilement le manipuler. Et c'est pour ça, si les Weasley sont si pauvres, ce n'est clairement pas par hasard, c'est tout simplement parce que certains sorciers de sang pur, en particulier Lucius Malfoy, se sont arrangés pour que Arthur soit mal payé. D'une part déjà pour se venger des ennuis qu'il leur a causés, mais surtout pour l'humilier parce que c'est un traître à son sang. Bon, et c'est tout? C'est ça ton je reviendrai plus fort que jamais? Parce que permets-moi de te dire que pour l'instant, je suis assez déçu. Cesse donc de fanfaronner, je te signale que c'était que l'échauffement. Mais maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Eh ben il serait temps, parce que je m'ennuie à mourir moi pour l'instant. Question numéro 2. Quelle est donc cette arche étrange au département des mystères? Oh, alors là, joli. C'est vrai que sur celle-là, ça va être assez compliqué parce qu'on sait pas grand-chose. Eh oui, je sais, mais j'ai comme l'impression que l'heure de la revanche a enfin sonné. Avant de crier victoire, tu permets que j'essaye quand même? Mais oui, bien sûr, essaye donc. De toute façon, si tu n'essayes pas, je n'aurai pas l'immense plaisir de te voir te vautrer. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, vers la fin du livre, Harry et ses amis se rendent au département des mystères, un étage du ministère de la magie très étrange, où Voldemort les a attirés dans le but de récupérer la prophétie qui parle de lui. Et alors qu'ils essayent d'échapper aux Mange-Morts, ils tombent nez à nez avec une sorte de grande arche en pierre au milieu de laquelle on distingue une sorte de voile, un voile très étrange d'où sortent des voix que seuls Harry et Luna peuvent entendre. Et ce voile que nous appellerons le voile de la mort dans cette vidéo est vraiment très mystérieux et pose énormément de questions. Parce que c'est quand même un élément majeur de l'histoire, c'est quand même là-dedans que va mourir Sirius Black. C'est dans ce voile que va disparaître le parrain de Harry Potter, donc c'est quand même très important. Et pourtant, on ne sait rien d'autre à son sujet que tout ce que je viens de vous dire. Hop 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 hop, eh, je te signale qu'on sait pas vraiment si c'est ça qui a tué Sirius Black. Parce que juste avant de tomber dans le voile, il s'est quand même pris un Avada Kedavra. Alors dans le film, oui, je suis d'accord, mais dans le livre, pas du tout. Mais comment ça? Dans le livre, justement, on ne sait pas vraiment ce qui a tué Sirius Black. Parce qu'on ne sait tout simplement pas quel sort a lancé Bellatrix Lestrange. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a lancé un jet de lumière rouge sur Sirius et que ça l'a touché en pleine poitrine, mais on ne nous dit pas quel sort c'était. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que c'était pas un Avada Kedavra, parce que le Avada Kedavra, ce n'est pas de la lumière rouge, c'est un éclair de lumière verte. Donc déjà, ça on est sûr, il s'est pas pris un Avada Kedavra. Et après s'être pris le sort en pleine poitrine, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est tombé à travers le voile de la mort et qu'il n'en est jamais revenu. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, finalement. Par contre, il y a un autre truc sur lequel on est sûr, c'est que à ce moment-là, Sirius Black, il est bel et bien mort, hein. Là, y a pas de doute. Pour la simple et bonne raison que quand Harry utilise la pierre de résurrection dans la forêt interdite avant d'aller se faire tuer par Voldemort, il voit Sirius apparaître devant lui, ce qui ne peut pas arriver si Sirius n'est pas mort. Il semblerait donc, d'après tout ce qu'on vient de voir, que le voile de la mort est une sorte de portail sans retour qui conduit à la mort. Mais alors maintenant, pourquoi existe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Et surtout, qui a créé ce truc? Eh bah, on sait pas. On n'a aucune information à ce sujet. Tiens, mais comme c'est intéressant, dois-je en déduire que tu n'as pas réussi à résoudre ce mystère? Et que par conséquent, tu es enfin prêt à admettre que je suis un être supérieur? Mais par contre, il y a une théorie très crédible qui pourrait bien tout expliquer. Ça m'aurait étonné. En fait, c'est même plutôt un morceau de théorie que je vais vous raconter là, parce que la théorie complète, elle est un peu plus complexe que ça, et elle traite des 3 reliques de la mort, et je vous en parlerai très bientôt. Et là, c'est le moment pour moi de vous rappeler qu'il faut s'abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, parce que c'est extrêmement sympathique ce qu'on fait ici. Et pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la partie de la théorie qui nous intéresse, celle qui parle du voile de la mort. Parce que je vous ai dit qu'on ne nous parlait presque jamais du voile de la mort, sauf qu'en réalité, je vous ai un petit peu menti, je vous ai pas tout dit. Il est à nouveau mentionné ailleurs, extrêmement furtivement, mais il est mentionné quand même, dans le conte des 3 frères, au moment où Cadmus Pévrel, le deuxième des 3 frères, utilise la pierre de résurrection pour
pour voir sa fiancée morte. Et dans le passage qui en parle, voici ce qu'on peut lire. Elle restait silencieuse et froide, séparée de lui comme par un voile. Séparée de lui comme par un voile. Quand on utilise la pierre de résurrection, on peut voir le monde des morts, mais on ne peut pas interagir avec lui parce qu'on est séparé de lui comme par un voile. C'est donc un voile qui définit la limite entre le monde des vivants et celui des morts. Et d'après la théorie, Cadmus Pévrel, obsédé qu'il était par l'idée de retrouver sa compagne, se serait mis en tête de trouver un moyen de déchirer ce voile, pour y créer un passage et pouvoir retrouver enfin celle qu'il aimait. Or, il se trouve que quand Harry et ses amis découvrent cette arche en pierre dans le département des mystères, voici ce qu'on peut lire. Isolée, sans aucun mur pour la soutenir, elle encadrait un rideau en lambeaux, ou plutôt un voile. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et si Cadmus Pévrel avait réussi? Et si cette arche en pierre était en fait destinée à créer un passage en déchirant ce voile de la mort? En déchirant cette frontière qui sépare le monde des morts de celui des vivants? Parce qu'on nous dit bien que ce voile là dans cette arche est en lambeaux. Et au final je trouve ça très plausible, c'est tout à fait possible. Tout concorde et ça voudrait dire qu'au moment dans l'histoire où on nous dit que Cadmus est mort parce qu'il s'est donné la mort, dans le conte on nous dit pas comment il s'est tué, on nous dit juste qu'il s'est suicidé. Après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait simplement être passé à l'intérieur de cette arche pour rejoindre le monde des morts et pour retrouver une bonne fois pour toutes la femme de sa vie? Surtout que les Pévrel, on le sait, Dumbledore le dit même à un moment à Harry dans les Reliques de la Mort, c'était des sorciers extrêmement dangereux et extrêmement puissants, tout à fait capables de créer des objets magiques extrêmement balèzes. Et par conséquent, voilà ce que serait l'arcade au département des mystères. Voilà à quoi servirait cette pièce. Ce serait une déchirure dans le voile de la mort créé par nul autre que Cadmus Pévrel. Et voilà encore un mystère de résolu, dis donc, le temps file. Non mais c'est pas vrai, mais comment tu fais? J'étais sûr que j'allais t'avoir avec celle-là. Ah mais je reconnais que c'était très bien joué, c'est vraiment pas passé loin et il te manquait pas grand chose pour réussir à m'avoir. Et on peut savoir ce que c'est, ce pas grand chose qui me manque, je te prie? Et ben là comme ça, je dirais du talent. C'est ça, fais le malin tant que tu le peux encore, parce que maintenant je passe à mon troisième mystère. Question numéro 3. Pourquoi les sorciers n'utilisent pas 2 baguettes pour lancer plus de sorts? Eh mais attends, c'est vrai ça, pourquoi ils le font pas? Ce serait vachement pratique, ils pourraient lancer 2 sorts en même temps, c'est trop bien. Est-ce que c'est bon? Tu as ton compte? Tu es prêt à admettre que tu ne sais pas? Pas du tout, parce que je sais pourquoi. Je n'en crois pas un mot. On est bien d'accord, si c'était possible d'utiliser 2 baguettes en même temps, ce serait clairement dévastateur. Mais il se trouve aussi que c'est totalement impossible et pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser un petit peu à comment fonctionne une baguette magique. Et qui de mieux placé pour nous expliquer tout ça que ce bon vieux Ollivander? C'est la baguette qui choisit son sorcier, répondit Ollivander. Voilà au moins une notion indiscutable pour tous ceux d'entre nous qui ont étudié l'art des baguettes magiques. Mais on peut quand même utiliser une baguette qui ne nous a pas choisi, non? Fit observer Harry. Oh oui, si vous êtes un vrai sorcier, vous pourrez toujours canaliser votre énergie à travers presque tous les instruments. Mais les meilleurs résultats sont toujours obtenus lorsqu'il existe une forte affinité entre le sorcier et la baguette. Ces connexions sont complexes. Une attirance de départ, puis la recherche mutuelle d'une certaine expérience, la baguette apprenant du sorcier, tout comme le sorcier apprend de la baguette. Et rien qu'avec cet extrait, on comprend plein de choses. Déjà, on comprend que c'est possible de lancer un sort avec à peu près n'importe quoi, c'est bien ce qu'il a dit. Donc par exemple, avec ce livre-là qui est extrêmement bien, je pourrais lancer un sort, essayons. Voilà, ça marche. Il est vraiment bien ce livre, dis donc. Je me demande où je peux le trouver. Est-ce que vous pensez que dans la description, vous trouverez des liens pour se le procurer, par exemple? Alors après, on va pas s'étendre sur le sujet des baguettes magiques à proprement parler, parce qu'on avait déjà fait une vidéo que je vous mets juste là si jamais ça vous intéresse. Mais par contre, de cet extrait, on peut comprendre quelque chose de très important, c'est que la baguette sert à canaliser l'énergie magique du sorcier. Et quelque part aussi à l'amplifier un petit peu. Mais du coup, ça veut dire que l'énergie, de toute façon, elle vient du sorcier, pas de la baguette. Donc avoir 2 baguettes finalement ça n'a pas de sens puisque ça ne va pas multiplier par 2 l'énergie magique du sorcier, au contraire ça va la diviser par 2 dans chacun des sorts qu'on va lancer. Donc en réalité ça n'a aucun intérêt. Donc si le but c'est de canaliser l'énergie, déjà c'est idiot d'utiliser 2 baguettes. Mais en plus, et ça pour le coup c'est quelque chose que nous dit Hermione dès le premier bouquin, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il faut faire impérativement pour pouvoir lancer un sort à quelqu'un? Il faut fixer du regard la personne sur qui on veut lancer le sort. Et ça veut bien dire qu'on ne peut pas lancer un sort
Voldemort à 2 endroits en même temps. Parce qu'on ne peut tout simplement pas fixer 2 endroits différents en même temps. Bon, sauf Maugrey peut-être. Mais en même temps, lui c'est le seul sorcier à être capable de faire ça. Très impressionnant, mais dans ce cas-là, comment expliques-tu ce passage précisément dans le manoir des Malfoy? Harry saisit l'occasion, il sauta par-dessus un fauteuil, arracha les 3 baguettes magiques que tenait encore Drago, les pointa toutes ensemble sur Greyback et s'écria « Stupéfixe !» Sous la force du triple sortilège, le loup fut projeté en l'air, catapulté jusqu'au plafond, puis retomba sur le sol. Ah ah, je parie que tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Tu vas encore me dire que ça ne permet pas d'avoir des sorts plus puissants, peut-être? Eh bah oui, déjà parce que Harry ne savait pas du tout ce qu'il faisait à ce moment-là de l'histoire. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait pris consciemment les 3 baguettes en se disant « dis donc, ça va multiplier le sort par 3 si je fais ça ». Non, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord, il a réagi instinctivement dans la rapidité de l'acte, et puis il a pas fait exprès. Dans l'urgence, il a chopé les 3 baguettes qu'avait Malfoy, et il les a pointées sur Greyback toutes les 3. Mais en plus, vous le savez, Harry est un sorcier particulièrement puissant. Et je pense sincèrement que ça aurait donné exactement le même résultat avec une seule baguette. Dans la mesure où, de toute façon, encore une fois, c'est de lui que vient l'énergie magique, pas des baguettes. Il a juste réparti cette énergie dans 3 baguettes au lieu de tout concentrer dans une seule. Et en fait, je pense même que le sort aurait été encore plus puissant s'il avait utilisé uniquement sa baguette à lui, étant donné que c'est sa baguette et qu'il a une affinité particulière avec elle. Et puisqu'on en parle, c'est peut-être aussi le moment d'évoquer le fait que c'est vraiment hyper galère de tenir 3 baguettes en même temps dans la même main, non? Mais regardez-moi ça, si je lance un sort là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je vais me la jouer l'elfe dans le donjon de Nalbuck, je vais pas du tout toucher ce que j'étais en train de viser, mais par contre je vais flinguer tout ce qu'il y a autour. Et pourtant je vous jure que j'essaye de bien les tenir, mais regardez, à chaque fois ça fait la même chose et ça part dans toutes les directions, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi les sorciers n'utilisent pas plusieurs baguettes magiques. Et j'en connais un qui va pas tarder à devoir me rendre ma collection. Et oh, pas si vite mon petit père, parce que souviens-toi de ce que dit le dicton, il ne faut pas mettre la charrue avant d'avoir tué l'ours devant les bœufs. Il faut pas oublier de vendre sa peau aussi. Ça veut rien dire ce que tu racontes. Eh oui, parce que comme tu peux t'en douter, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et laisse-moi te dire une chose, c'est la cerise sur le spectacle qui fait le pompon sur le gâteau dans le clou. Ouais, non, papy, arrête les expressions, vraiment, c'est n'importe quoi, là. Silence, misérable, et prépare-toi à subir mon attaque finale. Pourquoi les Mangemorts n'ont-ils pas fait de Horcrux? Eh oui, je sais, c'est dommage, hein, tu t'es bien battu, mais comme tu peux le constater, j'ai gagné. Mais bon, c'est pas grave, tu auras tout le temps de te consoler avec ta collection. Oui, papy, à ce propos, d'ailleurs, Ah mais non, suis-je bête? Justement, tu ne pourras pas, tu viens justement de la perdre, ta collection. Oui, mais sauf que, papy... D'ailleurs, dis-moi, si tu étais ta collection, tu préférerais être jeté tout au fond du lac noir, ou alors finir dévoré par des acromantules? Papy, je connais la réponse. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis « je connais la réponse » ? Eh ben, ce que je veux dire, c'est que les Mangemorts ne sont pas les derniers quand il s'agit de pratiquer la magie noire. Ça, je pense que vous le savez. Ce sont les sbires de Voldemort, des gens qui ne reculent devant rien, pas même devant le meurtre. Et par conséquent, avec toutes les personnes qu'ils ont éliminées au cours de leur carrière, on est effectivement en droit de se demander pourquoi aucun d'entre eux n'en a profité pour créer un Horcrux. Et la réponse à cette question, elle se fait en 2 temps, et elle est extrêmement simple. D'abord, il se trouve que tous les Mangemorts de Voldemort n'étaient pas au courant, que c'était possible de faire des Horcrux. Il faut bien comprendre que c'est de la magie vraiment très noire, dont même la plupart des mages noirs n'ont jamais entendu parler. Donc déjà, très peu de sorciers savent que ça existe, et donc très peu de sorciers sont capables de les fabriquer. Rien que Lucius lui-même, qui était pourtant le gardien du journal de Jedusor, n'était pas au courant que c'était un Horcrux. Et même si on sait que certains Mangemorts étaient au courant qu'il y avait des Horcrux, et que Voldemort en avait fait, comme par exemple Bellatrix ou alors Regulus Black, il faut aussi garder à l'esprit que c'est pas parce qu'on a tué quelqu'un qu'on peut faire un Horcrux. Faut être un mage noir vraiment très puissant pour le faire, parce que c'est extrêmement difficile et extrêmement dangereux de faire un Horcrux. Et si c'est mal fait, c'est pas compliqué, on peut carrément mourir dans le processus. Il est donc très probable que Voldemort n'ait tout simplement pas autorisé ses Mangemorts à tenter de créer des Horcrux. D'une part parce qu'il ne les estimait probablement pas assez puissants pour être capable d'en créer, il aurait donc pu perdre ses meilleurs soutiens bêtement s'ils avaient raté leur coup, mais surtout, souvenez-vous que Voldemort estime qu'il est le seul à avoir le droit de vivre éternellement. Et sur ce constat-là, en toute logique, les Mangemorts étaient sûrement dans l'interdiction absolue de créer des Horcrux. Et c'est ainsi qu'encore une fois, Xionixes le Grand réussit à répondre aux 4 mystères de son papy, qui va par contre, lui, être parfaitement autorisé à immédiatement me rendre ma collection. Non, non et non, je refuse, tu n'as pas encore résolu le mystère bonus, tiens. Quoi? Le mystère bonus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a jamais eu de mystère bonus. Mystère bonus. Comment le père de Hagrid a-t-il bien pu féconder une géante?
Ah ouais, tiens, c'est pas faux ça, dis donc. Ah là, allez hop, tu as perdu, maintenant je vais me débarrasser de toutes tes merdes. Adios les nulos. Mais non, c'est de la triche là, t'avais dit 4 mystères, c'est bon, j'ai fait les 4 là. Me suis trompé, le vrai quatrième c'est celui-là. Le premier, tu te souviens pas, on a dit que c'était juste un échauffement. Tiens, ben on a qu'à dire que celui qui gagne celui-ci gagne tout et devient champion du monde. Bah j'ai bien une petite idée, mais c'est vraiment bizarre. J'ai peur, mais je t'écoute, vas-y. Amplificatum. Ah oui, dis donc, c'est pas bête. Ah bah si c'est pas ça, moi je vois pas. Hein. Bon, puisque t'as gagné, ceci est à toi, et t'as de la chance que je sois bon joueur. Ouais, bon, j'irai pas jusque là, mais merci quand même. Je me suis retiré. Au fin fond des montagnes, dans la plus lointaine de toutes les contrées, où vivent les plus grands de tous les plus grands maîtres. Durant 10 longues années, j'ai suivi l'entraînement le plus intensif qui soit. J'ai consulté les ouvrages sacrés, maîtrisé les savoirs ancestraux, et aujourd'hui je ne suis plus le même. Je suis devenu le plus redoutable des adversaires. On m'appelle le tigre blanc de l'île aux ours, et je suis là pour prendre ma revanche sur ce monde. Je suis là pour prendre ma revanche sur toi, mon cher petit-fils. Et c'est pour ça le bandeau sur la tête? Précisément, oui, c'est pour canaliser mon chi et te porter définitivement le coup de grâce une bonne fois pour toutes. Très bien, sauf que mon petit papy d'amour, tu sais que tu vas encore perdre, n'est-ce pas? Parce que bien que rien ne m'aurait fait davantage plaisir que ça, t'es pas du tout parti 10 ans. Si, mon grand, je suis bien parti m'entraîner pendant 10 ans. Parce qu'au cas où tu l'avais pas remarqué, on est 10 ans plus tard, là. Non, papy, parce que je sais très bien que t'étais là hier et j'en suis absolument certain puisque comme d'habitude, tu m'as gonflé. Silence, avorton, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je sais pas ce que t'as voulu dire, mais cette expression, je crois que tu l'as mal placée, là. Le fait est que j'ai 4 nouveaux mystères à te soumettre et que tu n'arriveras jamais à en résoudre un seul. Car comme le disait mon vénéré maître Shang-Chi, t'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse et fout de la flotte partout. Et celle-là, elle existe même pas. Ça ne changera rien. Sache que je suis ici pour t'administrer la défaite que tu mérites depuis si longtemps. Est-ce que tu es partant? Partant pourquoi? Pour te botter le cul? Alors là, pas de problème, et même plutôt 2 fois qu'une, je vais te dire. Alors prépare-toi parce qu'aujourd'hui c'est fini la rigolade. On y va, c'est parti. Let's go mon joli. Mystère numéro 1. Pourquoi Harry n'est-il pas un obscurial? Voilà un mystère qui te laissera probablement sans voix, car c'est une question à laquelle il est absolument impossible de répondre. Oula, oui, impossible, oui, je crois que c'est le mot, et je me demande bien comment je vais me sortir de là. Oh non, je le sens pas. Pourquoi est-ce que ça n'impressionne pas? Parce que c'est vrai que la question est légitime. Mais avant d'y répondre, je crois qu'il faut quand même qu'on fasse un tout petit rappel sur ce que c'est qu'un obscurial. Juste histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Un obscurial, c'est un peu comme une sorte de manifestation magique destructrice qui apparaît chez les sorciers qui ont refoulé leur magie. En gros, si vous êtes un sorcier et que vous essayez de ne pas l'être, si vous ne laissez pas la magie qui sommeille en vous s'exprimer, elle finit par se mettre en colère si on veut, et vous devenez alors un obscurus. Ah tiens, t'es là toi maintenant. Et les obscurus, on a pu le voir dans les Animaux Fantastiques, c'est assez dangereux et ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. La sœur de Dumbledore, Ariana, en était d'ailleurs une. Mais celui qui va nous intéresser, nous en particulier dans cette vidéo, c'est plutôt Croyance, parce que quand on le regarde de plus près, on se rend compte qu'il a un parcours quand même assez similaire à celui de Harry. Comme Harry, Croyance est un orphelin qui a grandi tout en étant élevé par une personne qui ne l'aimait pas, et qui le maltraitait aussi d'ailleurs, et cette personne, Madame Belboss, tout comme les Dursley, était une moldue qui détestait les sorciers, à tel point qu'elle passait carrément le plus clair de son temps à militer contre les sorciers. Donc si on résume, Harry et Croyance ont plus ou moins vécu la même chose. Et pourtant Harry, lui, n'est pas devenu un obscurus, alors que les Dursley, ils y sont clairement pas allés de main morte. Ils le maltraitent pour le simple fait d'avoir des pouvoirs magiques, ils le font dormir sous l'escalier alors qu'il y a pourtant une chambre qui pourrait être pour lui, ils l'enferment pendant des semaines entières pour le punir de trucs complètement débiles comme par exemple ses cheveux qui poussent trop vite, ils le nourrissent mal, ils laissent même Dudley le défoncer régulièrement sans jamais intervenir. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Harry serait devenu un obscurus, que ça aurait pas étonné grand monde. Mais alors du coup, comment ça se fait qu'il en soit pas devenu un? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que ça veut dire que tu déclares forfait? Non papy, parce qu'il y a une raison qui fait que Harry n'est pas devenu un obscurus et elle est toute bête, et cette raison c'est J.K. Rowling elle-même d'ailleurs qui en a parlé, étant donné qu'on lui a posé la question vraiment beaucoup de fois. Et voici ce qu'elle a répondu. Un obscurus se développe dans des conditions très spécifiques. Un traumatisme associé à l'utilisation de la magie, une haine intériorisée de sa propre magie, et une tentative consciente de la supprimer. Les Dursley avaient trop peur de la magie. Même si Vernon et Pétunia avaient l'espoir que s'ils étaient assez méchants avec Harry, ses étranges capacités pourraient s'évaporer d'une manière ou d'une autre, ils ne lui ont jamais appris à avoir honte ou peur de la magie. Même lorsqu'il a été réprimandé pour faire bouger des choses, il n'a jamais fait aucune tentative pour supprimer sa vraie nature. Et il n'a jamais imaginé qu'il avait le pouvoir de le faire. Et c'est là que se trouve la grande
différence. Pour qu'un Obscurus se développe, il faut impérativement que le sorcier soit déjà conscient qu'il est un sorcier, et qu'il essaye volontairement de supprimer ses pouvoirs. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Harry, puisque contrairement à croyance, Harry n'a jamais essayé de ne plus être un sorcier, tout simplement parce qu'il était pas au courant qu'il était un sorcier. Et quand il a appris qu'il en était un, bon bah là, très loin d'avoir essayé de supprimer ses pouvoirs, il a plongé dedans la tête la première et il est directement parti à Poudlard. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Harry a peut-être failli devenir un Obscurus. Si Hagrid n'avait pas réussi à l'emmener avec lui, et si Harry était resté avec les Dursley alors qu'il savait maintenant qu'il était un sorcier, là je pense que Harry aurait pu effectivement en devenir un. Et d'ailleurs, toutes les fois où Harry a sans faire exprès fait de la magie pour punir par exemple Dudley, quand il l'a fait tomber dans la vitrine du serpent là, la magie qui se réveille d'elle-même pour nuire à ce qui t'entoure, ça commence déjà à ressembler à ce que peut faire un Obscurus. Et en ce sens, croyance, c'est sûrement ce que serait devenu Harry s'il n'était pas allé à Poudlard. Et boum, premier mystère, check. Bah alors papy, tu m'avais pas dit que tu t'étais entraîné pendant 10 ans dans la plus lointaine de toutes les contrées, dans la plus haute de toutes les montagnes là? Si c'est ça le résultat de ton entraînement, tu devrais peut-être te faire rembourser, hein, parce que c'est pas terrible. Un peu de patience, mon grand, tu vas voir ce que tu vas voir. Mystère numéro 2. Pourquoi les sorciers n'utilisent pas la technologie moldue? Ah tiens, c'est pas bête ça, c'est vrai que c'est intéressant en plus. Eh bah oui, pourquoi pas après tout? Parce que les moldus, ils ont quand même des objets qui sont vachement pratiques, alors pourquoi est-ce qu'ils ne les utilisent pas? On va pas se mentir, les sorciers, technologiquement parlant, ils sont quand même pas mal restés au Moyen-Âge. Que ce soit pour l'électricité, les machines ou encore les véhicules, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'ils utilisent pas tous ces trucs super pratiques qui nous facilitent vachement la vie. Et je pense qu'on est aussi nombreux à s'être demandé, mais pourquoi ils utilisent pas des flingues? Parce que ce serait quand même réglé un petit peu plus rapidement cette histoire, non? Même Arthur Weasley, qui est passionné par les moldus, n'utilise pas les objets moldus. Même les sorciers qui sont nés moldus et donc qui ont toujours utilisé ces objets avant d'aller à Poudlard, du jour où ils savent qu'ils sont des sorciers, ils arrêtent d'utiliser les objets moldus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à n'y rien comprendre. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est à cause de la barrière culturelle. Parce que c'est vrai que mine de rien, les sorciers et les moldus, ce sont deux sociétés qui ne se mélangent pas. Il y en a même carrément l'une des deux qui est pas au courant que l'autre existe. Alors bon, c'est pas super pratique tout ça. Et compte tenu du fait qu'à une époque, les sorciers ont été persécutés par les moldus, bon bah peut-être que c'est juste que les sorciers ont pas envie d'utiliser les objets des moldus du coup. Peut-être qu'ils rejettent juste en bloc tout ce qui concerne leurs anciens persécuteurs. Sauf que ça, c'est pas suffisant. Parce qu'on peut effectivement avoir un courant de sorciers qui pense comme ça et qui veut absolument rien avoir à faire avec les moldus, et d'ailleurs, ils existent, mais c'est pas pour autant que ça concerne l'intégralité du monde magique. En particulier quand on sait que la grande majorité sont des nés moldus ou des sans-mêlés maintenant. Les sorciers pure souche, les sans purs comme on dit, c'est devenu super rare. Et ça, c'est bien la preuve que c'est pas une question de rejet pur et dur de la culture moldue. Mais alors, c'est quoi? J'ai comme l'impression que tu te retrouves en difficulté devant ce mystère. Oh, mais que vois-je arriver là-bas? J'ai comme l'impression que c'est ma victoire. Eh, pas si vite papy, j'ai pas encore perdu. Pas encore, c'est vrai, mais ça ne saurait tarder. En fait, ça pourrait bien être plein de raisons au final quand on y réfléchit. Peut-être que c'est juste interdit d'utiliser des objets moldus tout simplement, parce qu'on sait déjà qu'ils ont pas le droit de les enchanter. Il y a même un département tout entier du ministère de la magie qui est consacré que à ça. Le service de régulation des détournements des objets moldus, tenu par Arthur Weasley d'ailleurs. Même si ça, et on le sait, c'est surtout pour éviter de révéler l'existence du monde magique aux moldus en l'occurrence. Ça pourrait aussi être tout simplement parce qu'ils savent pas s'en servir. Mention spéciale à Arthur Weasley qui ne sait pas à quoi sert un canard en caoutchouc. Mais même là encore, en fait, ça passe pas, parce qu'il y a des sorciers qui sont nés dans le monde moldu et qui savent donc très bien se servir de tous ces trucs. Donc non, c'est pas ça, ça marche pas. Mais là quand même, on a touché un truc. Les sorciers de sang pur, effectivement, ne comprennent pas les objets moldus. Mais alors pourquoi les sorciers ne s'y intéressent-ils pas? S'ils sont si pratiques et si utiles, pourquoi les sorciers n'ont jamais essayé de les posséder justement? Et si c'était pas tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin? Et oui, au final, est-ce qu'il y a vraiment, ne serait-ce qu'un seul objet moldu qui serait vraiment utile aux sorciers? Les véhicules? Bah pour ça, ils ont des balais volants, des portes au loin, de la poudre de cheminette, ils peuvent même littéralement se téléporter s'ils le veulent, alors bon, rien à battre. L'électricité? Bah pourquoi faire? Tout ce que peut faire l'électricité, les sorciers savent déjà le faire avec la magie, et peuvent même aller encore plus loin et faire beaucoup plus de choses. Et pour ce qui est des armes, au final, bah c'est même pas du tout dit que ce soit si génial que ça pour eux en fait. Déjà parce que c'est pas du tout facile de se servir d'une arme à feu, faut savoir s'en servir et puis faut apprendre à viser aussi. Alors qu'en soi, un bon Avada Kedavra bien placé, bon bah ça fait quand même tout de suite beaucoup plus de dégâts. Ça te tue d'un coup, c'est impossible à éviter, et si vous êtes suffisamment bon, vous avez même pas besoin de prononcer la formule. Et puis je dis ça, mais si ça se trouve, les sorciers, ils craignent même pas vraiment les armes à feu. Parce qu'à un moment donné, dans les Animaux Fantastiques, on voit Norbert expliquer à Jacob que les sorciers n'ont pas la même physionomie que les moldus. Et on comprend que les sorciers ont une résistance physique bien supérieure à celle des moldus. Donc si ça se trouve, en fait, les sorciers, ils craignent même pas les balles.
mal. Ouais bon, c'est vrai que j'exagère peut-être un petit peu là. Mais dans tous les cas, je pense qu'une bonne baguette, ça vaut carrément un flingue. Oui, mais tu as oublié le téléphone. Parce qu'il me semble quand même qu'en matière de communication, le téléphone, ça va beaucoup plus vite que les chouettes. S'il y a bien une invention moldue qui pourrait leur être vraiment utile, je pense que c'est celle-là, mais ils l'utilisent pas non plus. Bah en fait c'est pareil, ils en ont pas besoin. Parce que dans le monde des sorciers, les chouettes, bon bah déjà elles sont ultra rapides. En réalité les chouettes elles sont limite un peu magiques, hein, ça va beaucoup plus vite qu'une chouette normale. Et de toute façon, bah il existe plein de trucs qui permettent de communiquer à distance. On peut utiliser une cheminée comme a fait Sirius Black à plusieurs reprises, on peut utiliser un objet enchanté, on peut même utiliser son Patronus pour envoyer un message. Et je pense que c'est pas tellement non plus nécessaire de développer tout un réseau d'électricité juste pour utiliser le téléphone. En fait j'ai beau me creuser la tête, je vois vraiment aucun objet moldu qui serait indispensable pour les sorciers. Étant donné qu'avec leur baguette, de toute façon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, même Arthur Weasley, il le dit. Fascinant, s'exclamait-il, lorsque Harry lui expliquait le fonctionnement du téléphone. Très ingénieuse, vraiment. Cette façon qu'ont les moldus de se débrouiller sans avoir recours à la magie. S'il dit ça, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas besoin de ces objets, parce qu'ils savent faire tout ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça que les sorciers n'utilisent pas les objets moldus. Et 2-0 pour moi. Ah zut alors, j'y étais presque. Mais j'ai bien d'autres atouts dans ma manche, Blanc-Bec. Et quelque chose me dit que le prochain mystère sera celui de ta défaite, cuisante et humiliante. Mais oui papy, vas-y, essaye toujours, l'espoir fait vivre. Mystère numéro 3. Pourquoi Voldemort n'a-t-il donc pas de nez? Et c'est ainsi que Papy remporta la victoire. Alors là mon grand, tu peux y aller, c'est bien simple, c'est la question la plus posée par les gens sur internet en ce qui concerne Harry Potter. Et pour cause, sache que ce mystère est absolument insoluble. Tiens donc si je comprends bien, si j'arrive à résoudre ce mystère, ça fera quelque part de moi une sorte de surhomme du coup. Un genre de génie que personne ne peut battre. Un surhomme je sais pas, mais certainement pas un surmodeste en tout cas. Bah c'est toujours mieux que d'être un surcasse-couille comme certains. Cesse donc de gagner du temps sur loser et dis tout de suite que tu ne sais pas. Ça nous évitera de perdre 1000 ans à t'écouter pour rien. Ok, cette fois tu l'auras voulu papy, ça va être un carnage. Et la réponse est loin d'être aussi simple qu'on le pense. Voldemort est le seigneur des ténèbres, le mage noir le plus dangereux que le monde ait jamais connu, certes, mais ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est qu'il est loin d'être le seul sorcier à avoir pratiqué la magie noire. Ce qui veut dire que l'argument de base qui est le plus souvent évoqué quand on parle de cette question, qui consiste à dire que c'est à cause de la magie noire qu'il est devenu comme ça, et bah déjà c'est difficile à croire, parce que sinon il y aurait pas que lui qui serait comme ça. Parce que nombreux sont les sorciers qui ont été des mages noirs, néanmoins Voldemort est le seul à avoir subi une telle transformation. Ni Grindelwald, ni Salazar Serpentard, ni même ses propres mange-morts ne se sont retrouvés privés de leur nez. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est pas à cause de la magie noire. Mais par contre, s'il n'a plus de nez, ce n'est pas non plus un hasard. J.K. Rowling, elle a pas décidé ça au pif. C'est surtout parce que Voldemort possède l'apparence d'un serpent. Et les serpents, il se trouve que ça n'a pas de nez. Eh oh, non mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie là? T'as juste remplacé la première question par une autre. D'accord, il n'a pas de nez parce qu'il ressemble à un serpent, mais dans ce cas, pourquoi ressemble-t-il à un serpent alors? Pour dire les choses clairement, oui, la transformation de Voldemort est avant tout symbolique pour nous montrer à nous, lecteurs, la perte d'humanité du Seigneur des Ténèbres. Là-dessus, on est d'accord. Sauf qu'il faut pas oublier que s'il a cette apparence, dans le récit, il doit y avoir une raison scénaristique qui justifie que lui seul possède cette particularité. Pourquoi Voldemort est-il le seul à ressembler à un serpent? Et ça peut pas s'expliquer juste par le fait qu'il est un élève de Serpentard, ni par le fait qu'il est l'héritier de Salazar Serpentard d'ailleurs, étant donné qu'encore une fois, il est le seul à avoir cette particularité. Il est le seul personnage de toute la saga à avoir une apparence de serpent. Et quand on essaye de comprendre pourquoi il y a que lui, la plupart du temps, la première réponse qui nous vient, c'est que c'est à cause de ses Horcruxes du coup. Ça pour le coup, c'est un truc que seul Voldemort a fait. Il est pas le premier à expérimenter les Horcruxes, mais par contre, il est le premier à en avoir fait plusieurs. Donc oui, effectivement, ça peut se tenir, pourquoi pas. Ça pourrait effectivement être à cause de ça qu'il ressemble à un serpent. Sauf que si on relit bien l'histoire, en fait, pas du tout. Même quand il a commencé à créer ses Horcruxes, alors qu'il s'appelait encore Tom Jedusor, Voldemort n'avait pas l'apparence d'un serpent, il avait encore l'apparence d'un beau jeune homme. En fait, le seul détail qui avait changé chez lui quand il a commencé à créer ses Horcruxes, c'est qu'il a commencé à avoir les yeux rouges. Comme le remarque Harry quand il observe les souvenirs de Voldemort à travers la pancine. Au moment où il cherche à obtenir des objets pour les transformer en Horcruxes, chez Hepzibah, la descendante de Poufsouffle. Harry crut voir une lueur rougeoyante dans son regard. Son expression avide était étrangement semblable à celle de Hepzibah,
Sauf que cette dernière fixait de ses yeux minuscules le beau visage de Voldemort. Cette fois, on ne pouvait s'y tromper. Un éclair rouge était passé dans les yeux de Voldemort, et Harry vit ses jointures blanchir tandis qu'il serrait entre ses doigts la chaîne du médaillon. Donc la magie noire, a priori, ça donne les yeux rouges, mais ça fait pas ressembler à un serpent. Et d'ailleurs, même quand il va voir Dumbledore pour essayer d'être le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Harry étouffa une exclamation. Voldemort venait de pénétrer dans la pièce, sa physionomie n'était pas celle qu'il avait vue émerger du grand chaudron de pierre presque 2 ans auparavant. Il ne ressemblait pas à un serpent. Il ne ressemblait pas à un serpent. Donc définitivement, c'est pas à cause de ces Horcruxes. Parce que quand il est allé voir Dumbledore pour essayer de devenir professeur de défense contre les forces du mal, il en était pas à son premier Horcrux et il en avait déjà fait quelques-uns. Donc s'il ressemble à un serpent, c'est que c'est arrivé après. Alors du coup, est-ce que ce serait pas à cause de Nagini? Bah oui, pourquoi pas. Après tout, quand il est sorti du chaudron après le rituel dans Harry Potter et la coupe de feu, il ressemblait à un serpent. Or, avant ce rituel, alors qu'il était encore cette espèce de fœtus chelou et dégueulasse, dans son corps hyper affaibli et rudimentaire, on sait qu'il a réussi à survivre parce qu'il a bu du sang de licorne, mais aussi parce qu'il a bu le venin de Nagini. Nagini qui, je le rappelle, est une malédictus, une sorcière qui s'est transformée définitivement en serpent. Donc est-ce qu'en buvant le venin de Nagini, Voldemort n'aurait pas attrapé un peu de cette malédiction au passage? Personnellement, c'est ce que je me suis dit au départ. J'étais sûr que c'était pour ça, parce que tout semble parfaitement s'emboîter, ça colle très bien. Mais c'était sans compter le petit détail minuscule qui vient tout foutre par terre. Un tout petit détail qui fait que cette explication d'un seul coup ne se tient plus, c'est que Voldemort ressemblait aussi déjà à un serpent dans Harry Potter à l'école des sorciers. Derrière le visage de Quirrell, au lieu de son crâne, il y avait un visage. Le visage le plus terrifiant que Harry eût jamais vu. Il était d'une blancheur de craie, avec des yeux rouges flamboyants et des fentes en guise de narines, comme sur la tête d'un serpent. Oui, messieurs, dames, vous l'avez bien entendu. Ça veut donc dire que l'explication se trouve entre le moment où il est mort chez les Potter et le moment où il a rencontré Quirrell en Albanie avant de se greffer sur sa tête. Si ça s'est fait, c'est forcément pendant cette période. Pendant les 10 ans qu'il a passé à être une espèce d'esprit errant comme ça qui ne savait pas où aller, une sorte de fantôme qui avait perdu tous ses pouvoirs à l'exception d'un seul, sa capacité à posséder le corps de certains animaux. Tiens, tiens, tiens! Et devinez dans le corps de quel animal Voldemort a passé le plus clair de son temps? Bien évidemment, dans le corps d'un serpent. Et au même titre que Peter Pettigrew, après avoir passé 12 ans dans le corps d'un rat, a fini par lui-même ressembler à un rat, après 10 ans passés dans le corps d'un serpent, Voldemort a fini par ressembler lui-même à un serpent. Mystère insoluble, résolu. Et si j'ai bien compté, il t'en reste plus qu'un seul. Donc j'espère pour toi que c'est le bon, parce que sinon ça voudra dire que j'ai encore gagné. Oh mais bon sang, mais c'est pas vrai, j'étais sûr que j'allais t'avoir avec celui-là. C'était mon mystère préféré. Bon bah je t'envoie le dernier, mais bon, à tous les coups t'as encore la réponse. Ah bah je vais être honnête, il y a des chances, oui. Mystère numéro 4. Comment le basilic a-t-il fait pour survivre pendant 1000 ans tout seul dans la chambre des secrets? Ah, allez, c'est bon, vas-y, comme ça je perds encore et on n'en parle plus. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah là, c'est-à-dire que... Attends, c'est pas vrai, t'es en train de me dire que tu sais pas? Oui, bah si, peut-être, attends 2 secondes, j'ai quand même le droit de réfléchir 5 minutes, non? Oh bon sang, j'y crois pas, j'ai gagné. Attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà, Norbert Dragono, dans son bouquin sur le basilic? Le basilic est un serpent vert brillant qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de long. Ah bah déjà, c'est carrément plus petit que dans le film, c'est plus un genre de gros anaconda, là, au final. Ça simplifie un peu les choses, déjà. Oh là là, ça s'arrose, champagne pour tout le monde, même si on est que 2. Et même si toi, tu n'as rien à fêter, parce que moi, j'ai gagné, mais toi, tu as perdu. Mais c'est pas possible, tu vas me laisser me concentrer? Pas question que je te laisse gagner, je vais trouver, fais-moi confiance. Oui, oui, bien sûr, vas-y, je te laisse, disons, allez, 1 minute. Voilà, comme ça, tu as le temps de réfléchir un petit peu. Et si dans très précisément 1 minute, tu n'as pas réussi à répondre, je serai le grand vainqueur de cette vidéo. Ok, vendu. Top chrono. Ok, alors le mâle porte une plume écarlate sur la tête. Oh, que c'est mignon. Mais on s'en fout, on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Lorsque les ressources alimentaires sont suffisantes, le basilic se nourrit de mammifères, d'oiseaux quels qu'ils soient et de la plupart des espèces de reptiles. Le serpent peut atteindre un âge très élevé, on pense que le basilic d'Hercole l'infâme a vécu près de 900 ans. Oh non.
Harry éclaira le sol de sa baguette et ils virent qu'ils étaient jonchés d'os de petits mammifères. Oh non! Ok, donc si j'ai bien compris, le basilic était pas si gros que ça, c'était plus une sorte de gros serpent magique si on veut, mais niveau taille, il était plutôt à peu près normal. Il a survécu parce qu'il a bouffé des petits mammifères qu'il a trouvé un peu à droite à gauche, et comme c'était un serpent, et bah il a pas besoin de manger beaucoup parce que les serpents ils digèrent très lentement. Il y avait plein de cadavres d'animaux, donc ça veut dire qu'il avait largement de quoi bouffer pendant toute sa vie. C'est donc comme ça que le basilic de Salazar Serpentard a réussi à vivre pendant plus de 1000 ans. Ou alors on dit juste que c'était un gros serpent magique, et sinon ce matin j'ai mangé des miel pops. J'ai gagné! Non! C'est moi ou ça sent un petit peu le seum là? C'est pas juste! J'avais gagné et tu avais perdu! T'avais pas le droit de répondre à cette question! Tu savais pas! Oui, mais tu m'as donné 1 minute pour trouver, et j'ai trouvé, et du coup maintenant ça sent le seum. Ouais, bah si tu veux pas que ça sente aussi mon pied dans ton cul, tu as intérêt à arrêter de te la péter, s'il te plaît! Tu n'as pas de pied, papy, il y a que ton buste sur ce tableau. Espèce de... Oui, c'est vrai. On peut savoir ce que tu fais? Cher ami, laisse-moi te présenter la couronne des champions! D'accord. Il s'agit d'un puissant artefact magique au pouvoir absolument incroyable. Ah bah oui, en tout cas elle a l'air, oui. Et du coup j'imagine que tu vas la porter? Mais certainement pas, pauvre fou! Eh ben oui, évidemment, en même temps ça pouvait pas être simple. Sache, jeune effronté, qu'il n'existe qu'une seule personne sur cette terre digne d'arborer pareil couvre-chef. Bon bah tant pis, bah du coup y a plus qu'à la ranger, comme ça on peut passer à autre chose. Et pour s'en montrer digne... Oh mais c'est pas vrai. Il nous suffira de nous affronter dans une épreuve redoutable qui ne saurait être disputée que par les plus grands de ce monde. J'ai nommé bien sûr un duel de mystère. Oh mais papy, mais tu vas pas recommencer, j'ai déjà gagné 4 fois, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je pense que maintenant c'est bon, on a compris. Oh mais allez, juste encore une fois, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas tout simplement admettre ta défaite? Ah non, ça jamais. Et ce que je te propose est extrêmement simple. Remets ton titre en jeu et annulons toutes tes victoires. Bah tiens, et pourquoi je ferais ça? Parce que celui qui gagnera la partie d'aujourd'hui sera sacré ultime champion des mystères. Celui qui gagne celle-ci remporte toutes les autres. Et plus jamais, oui monsieur, tu m'as bien entendu, plus jamais son titre de champion ne pourra être contesté. Ainsi le perdant se verra dans l'obligation de s'incliner et de jurer fidélité au nouveau roi de la couronne. En plus regarde, c'est trop bien, elle clignote quand on la secoue. Ah normalement là j'ai tout donné là, tu peux pas dire non hein. Ah papy... Oui? J'adore l'idée, c'est d'accord, on se la joue en 4 mystères comme d'habitude. Allez, que les jeux commencent. Pose tes questions, parce que je ne savais pas avant aujourd'hui, mais je veux cette couronne depuis toujours. J'aime mieux ça, mais je te préviens tout de suite, ce sera loin d'être une partie de plaisir. Parce que tous les mystères que tu as résolus dans les précédentes vidéos ne sont rien comparés à ce que je vais te proposer aujourd'hui. Eh bah c'est ce qu'on va voir papy, on y va, c'est parti, let's go. Mystère numéro 1, comment les Weasley ont-ils résolu la carte du maraudeur? Allez, sur ce, moi je te laisse là-dessus, pendant que t'essayes de te dépêtrer, je vais faire un petit tour. Parce qu'il est tout simplement impossible d'élucider ce mystère. Alors oui, ça pourrait, mais sauf qu'en fait pas du tout. Parce que c'est vrai que quand les jumeaux Weasley se sont procuré la carte du maraudeur dans le bureau de Rusard, quand il les a mis en retenue encore une fois, on peut se demander comment ils ont fait pour trouver le mot de passe. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Parce que, bah, c'est pas comme si c'était super évident quand même. Surtout que normalement, quand on la regarde au premier coup d'œil, la carte du maraudeur, c'est rien de plus qu'un vieux parchemin sans aucune inscription. Et le seul indice qui pouvait éventuellement les mettre sur la voie, c'était que ce vieux parchemin était stocké dans un tiroir sur lequel il était écrit « Objet dangereux confisqué ». Mais à part ça, bah, ils avaient rien. Et déjà à partir de là, moi, il y a deux choses qui me surprennent. Déjà, pourquoi Rusard en est-il arrivé à considérer ce vieux bout de parchemin comme un objet dangereux dans une école où justement tous les élèves prennent leurs cours sur des bouts de parchemin? Je veux dire, c'est pas comme si c'était un truc suspect quoi, hein. C'est comme si vous alliez dans un aéroport et que vous étiez étonné de voir des avions. Oh putain, il y a des trucs dans le ciel! Et deuxièmement, comment Rusard a-t-il pu être capable de confisquer la carte du maraudeur? Parce que même si sur Pottermore on peut lire ceci à propos des maraudeurs, il est facile de conclure qu'ils ont fini par dépasser les bornes et ont été acculés par Argus Rusard, probablement sur une information de Rogue, dont l'obsession était devenue de dénoncer les méfaits de son rival James Potter. Bah moi j'y crois pas du tout. Parce que, bon, au-delà des peut-être et des probablement et des on peut supposer que gna gna gna, il ne faut pas oublier que la carte du maraudeur est un objet dont la fonction principale est justement de ne pas se faire choper, en surveillant les déplacements de tout le monde dans le château, et plus particulièrement ceux de Rusard justement. Ce qui veut dire qu'il est assez peu probable que les maraudeurs aient pu se faire confisquer la carte en se faisant avoir. Donc ça veut dire que si la carte du maraudeur s'est retrouvée dans ce tiroir dans le bureau de Rusard, c'est sans doute parce que les maraudeurs ont voulu qu'elle finisse ici. Mais c'est quoi le rapport? Ça répond pas du tout à la question que je t'ai posée. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Oui, la carte du
maraudeur est un objet puissant, qui possède de nombreux pouvoirs. Mais elle possède aussi un problème, et non des moindres, c'est qu'elle n'est utile que quand on est à Poudlard. Et c'est bien normal, c'est une carte de Poudlard. Mais dès qu'on en sort, elle sert plus à rien. Or, curieuse coïncidence, c'est tout à la fin de leur scolarité que les maraudeurs ont perdu la carte. Comme par hasard, pile au moment où ils allaient justement ne plus en avoir besoin, parce qu'ils allaient quitter l'école. Ce qui voudrait dire qu'ils voulaient que la carte reste à Poudlard, afin que d'autres sorciers, d'autres nouveaux élèves puissent s'en servir à leur tour. Dès le début, la carte était censée être transmise. Après tout, si on y réfléchit bien, ce que dit la carte quand on l'active, c'est bien messieurs Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Les maraudeurs présentent la carte à son lecteur, ce qui veut bien dire qu'elle était censée être découverte et utilisée par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui ne la connaît pas. Bah oui, d'accord, mais encore une fois, ça n'explique pas comment les Weasley ont eu le mot de passe. Oui, c'est vrai, mais sauf que tu oublies un autre pouvoir que possède également la carte, celui de détecter par qui elle est en train d'être tenue. Et là, quand on met tout ça bout à bout, d'un seul coup, on comprend tout. Quand c'est Rogue qui essaye de s'en servir, la carte le reconnaît et lui balance tout un lot d'insultes. Ça nous met un truc comme ça quand c'est Rogue qui essaie de s'en servir? Mais vous vous êtes jamais posé la question de qu'est-ce qui s'affiche quand quelqu'un d'autre que Rogue essaye de l'utiliser sans la connaître? Si elle est capable de détecter quand elle est tenue par Rogue, il y a aucune raison qu'elle soit pas capable de détecter quand elle est tenue par quelqu'un d'autre. Sachant que de toute façon, elle est forcément reliée à absolument tout le monde dans le château puisqu'elle connaît l'identité et les déplacements de tout le monde. Alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'elle est aussi capable de détecter quand elle est tenue par des élèves? Et plus particulièrement des élèves qui seraient en quelque sorte les nouveaux maraudeurs de Poudlard. Et en l'occurrence, ici, c'est Fred et George, c'est eux les deux nouveaux fauteurs de troubles de leur génération de sorciers. D'ailleurs, peut-être même que la carte sait que c'est des fauteurs de troubles parce qu'elle les a souvent localisés justement dans la salle de retenue. Après tout, pourquoi pas? Ainsi, quand la carte sait qu'elle est tenue par les dignes successeurs des maraudeurs, je pense que le message qui s'affiche n'est pas un message d'insulte comme pour Rogue, mais un message qui leur demande de prêter serment, en jurant solennellement que leurs intentions sont mauvaises. Voilà comment les jumeaux Weasley ont connu le mot de passe. Méfait accompli et papy, ça fait 1-0. Impressionnant, mais ne te réjouis pas trop vite, mon grand, parce que tu n'es pas encore tiré d'affaire. Et voici maintenant mon deuxième mystère. Mystère numéro 2, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, et c'est quoi ça? Eh ben justement, c'est la question que je te pose. Mais comment tu veux que je te réponde? Je sais même pas ce que c'est ça. Ah bon, alors comme ça, tu ne sais pas ce que c'est, ça? Mais bien sûr que non, que je sais pas ce que c'est ça, tu me dis même pas ce que c'est ça. Mais c'est pas à moi de répondre. Mais je sais même pas de quoi tu me parles. Ah, mais tu veux que je te dise ce que c'est ça? Oui. Eh ben c'est ça. Je reviendrai plus tard. Voilà, du coup, c'est quoi ça? Oh bah dis donc, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. Bon voilà, maintenant au moins c'est plus clair. Moi personnellement, je dirais que c'est ta grand-mère, mais bon, on verra bien. Quelle est cette créature dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? C'est une question qui a provoqué de très nombreux débats sur internet, et à laquelle nous n'avons jamais vraiment eu de réponse. Et même si au premier abord on pourrait se dire que c'est juste une blague du réalisateur pour montrer que tout est bizarre dans le monde des sorciers, et bah il faut quand même se rendre à l'évidence, cette créature, elle est bien là. Elle existe dans l'univers de Harry Potter, et par conséquent, nous on est en droit de se demander de quoi il s'agit. Et c'est loin d'être si facile, parce qu'on a vraiment pas beaucoup d'indices. La première réponse qui est souvent donnée, c'est qu'il s'agit du professeur Lupin, sous sa forme de loup-garou. Ce qui pourrait d'ailleurs justifier le fait qu'il est en train de dormir ensuite dans le Poudlard Express, c'est tout simplement parce qu'il était fatigué de sa transformation en loup-garou. Mais sauf qu'en fait, c'est pas vraiment possible. Déjà, parce qu'on voit bien que sur la scène, il fait jour, donc ça veut dire qu'il fait pas nuit, et donc déjà, qui dit il fait pas nuit, dit pas de loup-garou, mais surtout parce que je trouve que cette créature est quand même vachement civilisée pour une créature dangereuse comme un loup-garou. Parce que les loups-garous, c'est quand même censé être vachement hors de contrôle, hein. Souvenez-vous de ce que dit Hermione dans Le prisonnier d'Azkaban. Il tuerait même son meilleur ami s'il le croisait. Donc un loup-garou, déjà, je pense pas qu'il aurait ouvert la porte, gueulé un coup et refermé derrière. Mais alors, si c'est pas Lupin, c'est qui? Peut-être qu'on peut commencer par regarder dans le bouquin, du côté des autres clients de l'hôtel, tiens. Parce que Harry, avant d'aller à Poudlard, il est quand même resté sacrément longtemps au chaudron baveur. Et voici ce qu'on peut lire, justement. Il prenait plaisir à observer les autres clients. De drôles de petites sorcières débarquées de la campagne pour faire du shopping sur le chemin de traverse, de vieux mages vénérables commentant les derniers articles du mensuel de la métamorphose, des sorciers hirsutes, des nains tapageurs, et même un jour quelqu'un qui avait l'air d'une harpie et qui commanda une assiette de foie cru, la tête dissimulée sous un passe-montagne. Et je sais pas pour vous, mais ce client-là en particulier, je trouve qu'il pourrait très bien être ce gars dans la chambre. Parce que d'une certaine manière, la manière dont il est décrite, ça pourrait bien être quelqu'un qu'on connaît même, pourquoi pas. Et s'il y a bien un personnage qui correspondrait
bien à cette description dans l'univers d'Harry Potter? Eh bah je pense que c'est Greyback. Puisqu'après tout, Greyback, bon bah déjà en tant que loup-garou qui kiffe être un loup-garou, manger un foie cru, ça lui ressemble quand même pas mal. Mais surtout, il a toutes les raisons de vouloir se cacher, de vouloir rester discret, étant donné que si le ministère ne le recherche pas pour l'envoyer à Azkaban, c'est uniquement parce qu'il est présumé mort. Donc ça pourrait très bien être ce mec qui se cache sous un passe-montagne. Sauf que autant je pense que effectivement ce mec qui bouffe un foie cru là, ça pourrait bien être Greyback, autant je pense pas que ce soit lui qui hurle sur la femme de ménage dans la chambre. Justement parce que ça colle pas vraiment avec cette idée de rester discret. Mais attendez, est-ce qu'on ferait pas tout simplement fausse route depuis le début? Parce que depuis le début là, on part du principe que c'est la créature qui est en train de rugir qui a loué la chambre, mais est-ce que ce serait pas plutôt une créature qui appartient à celui qui a loué la chambre? Et dans ce cas-là, est-ce que celui qui a loué la chambre ne serait pas tout simplement Norbert Dragono, qui comme bien souvent est en train de galérer avec ses créatures? Parce que ce rugissement-là... ça pourrait très bien être celui d'un animal fantastique. Et ça y ressemble même carrément, je trouve. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Norbert Dragono viendrait faire ici? Et bah justement, il se trouve qu'on sait que Norbert sera à Poudlard un peu plus tard. Parce que quand Fred et George montrent pour la première fois la carte du maraudeur à Harry, oui, encore elle, on peut y lire un nom en particulier, on peut voir apparaître le nom de Newt Scamander. Newt Scamander qui est le nom en VO de Norbert Dragono. Donc plus tard dans le film, Norbert est à Poudlard. Et selon moi, c'est tout simplement parce que c'est lui qui aurait fourni à Hagrid son hippogriffe. Hagrid étant en plus un très grand fan des travaux de Norbert, Dumbledore étant son ami, il lui a probablement demandé de venir filer un coup de main à Hagrid pour ses débuts en tant que professeur de soins aux créatures magiques. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, maintenant au moins vous savez ce que c'est ça. Et deuxième mystère résolu, papy. Mais j'ai comme l'impression que cette couronne sera bientôt à moi. Alors dis-moi, papy, qu'est-ce que ça fait de te trouver en présence de ton futur roi? Hop hop hop, dis donc jeune homme, tu n'en es encore qu'à la moitié, t'as pas encore gagné. Et si pour l'instant la chance semble de ton côté, voyons un peu comment tu te débrouilles avec ça. Mystère numéro 3, pourquoi les sorciers n'ont-ils pas utilisé un retourneur de temps pour vaincre Voldemort? Eh ben oui, la solution elle était pourtant simple. On utilise un retourneur de temps pour revenir dans le passé jusqu'au moment où Voldemort était tout jeune et tout inoffensif, et brin, on lui défonce sa race pendant qu'il est tout petit. Comme ça il peut pas devenir le Seigneur des Ténèbres, ni vu ni connu, merci Zizi, à la prochaine. Ah bah là pour le coup c'est pas dur, c'est juste parce qu'on peut pas. Ah bon, et pourquoi ça? Parce qu'il se trouve que les retourneurs de temps déjà sont très limités dans leur utilisation. Ceux qui existent au moment de l'histoire de Harry Potter, comme celui d'Hermione, ne permettent de revenir que 5 heures en arrière, au maximum. Il y en a bien qui permettent de voyager un peu comme on veut dans le temps, mais ils ne seront inventés qu'en 2020. Or, l'histoire de Harry contre Voldemort, ça se passe plutôt dans les années 90. Oui, sauf que tu oublies que ça c'est une règle qui a été plus ou moins inventée par les sorciers, cette histoire de 5 heures là. En réalité c'est juste parce que c'est interdit, mais en même temps j'ai envie de dire, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, ils auraient pu oublier un petit peu le règlement. Ouais d'accord, je vois où tu veux en venir, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que cette règle elle a pas été inventée au hasard. Et au-delà du fait que revenir dans le passé pour tuer Voldemort, ça provoquerait un paradoxe temporel, c'est-à-dire que si tu pars dans le passé pour tuer Voldemort, bah ça veut dire que dans ton présent Voldemort n'existe pas, donc techniquement t'as aucune raison de faire le voyage dans le temps, donc du coup tu n'es pas revenu dans le passé pour tuer Voldemort, mais du coup Voldemort existe, donc du coup en fait tu pars dans le passé pour tuer Voldemort, mais du coup Voldemort n'a jamais existé. Bon bref, vous avez compris, ça peut pas être possible. En fait en réalité quand on voyage dans le temps pour changer les cours des événements, en fait on peut pas changer ce qui se passe après, parce que du coup bah ça fonctionne pas, ça fait ce que je viens de vous dire. Par contre ce qu'on fait c'est qu'on crée une deuxième timeline dans laquelle il y aura un deuxième présent, un présent alternatif dans lequel l'autre possibilité a été empruntée. Ce qui nous amène justement à une notion que vous connaissez bien normalement, la notion de multivers. Mais bon, je vais pas m'étaler parce que là on sort carrément du sujet. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la notion de multivers dans Harry Potter, je vous invite à aller voir cette vidéo qui a été faite par un youtubeur qui s'appelle Le Tropper, elle est vraiment très bien, je vous conseille d'aller la voir. Mais bref, allez, admettons. Si on oublie ce principe, si on admet qu'il est possible de voyager dans le passé pour changer un événement qui va ensuite changer le présent, dans l'univers de Harry Potter, il ne faut pas oublier que le temps est encore un sujet d'étude. Un sujet d'étude dont même le plus grand spécialiste de la question, Saul Crocker, disait lui-même, tout comme l'esprit humain ne peut pas comprendre le temps, il ne peut pas non plus comprendre les dommages qui s'ensuivraient si nous présumons de falsifier ces lois. Donc vous voyez, même le plus grand spécialiste des voyages dans le temps dans l'univers d'Harry Potter, il le dit qu'il comprend rien. Et d'ailleurs, toujours sur Pottermore, voici ce qu'on peut lire à ce propos. Toutes les tentatives de voyager dans le temps au-delà de quelques heures ont entraîné des dommages catastrophiques pour la sorcière ou le sorcier concerné. On n'a pas compris pendant de nombreuses années
pourquoi les voyageurs dans le temps sur de grandes distances ne survivaient jamais à leur voyage. Toutes ces expériences ont été abandonnées depuis 1899, lorsqu'Eloise Mintumble s'est retrouvée piégée pendant 5 jours en l'an 1402. Nous comprenons maintenant que son corps avait vieilli de 5 siècles à son retour dans le présent et irrémédiablement endommagée, elle est morte à l'hôpital de Sainte-Mangouste. De plus, ces 5 jours dans le passé lointain ont provoqué de grandes perturbations dans le cheminement de vie de tous ceux qu'elle a rencontrés, changeant le cours de leur vie de manière si dramatique que pas moins de 25 de leurs descendants ont disparu du présent, puisqu'ils n'étaient tout simplement jamais nés. Et c'est là que se trouve la réponse à ta question, papy, parce qu'il existe un effet qui s'appelle l'effet papillon, que vous connaissez je pense, qui nous dit que de tout petits changements peuvent engendrer des conséquences gigantesques. Et là, dans l'histoire que je viens de vous lire sur Pottermore, on parle que de tout petits changements. Genre elle a échangé un regard avec quelqu'un qu'elle a croisé dans la rue alors qu'elle n'était pas censée être là. Mais que se serait-il passé si on avait opéré un changement aussi majeur que de tuer Voldemort? La présence de Voldemort a tellement eu des conséquences sur le monde entier que revenir dans le passé pour aller le tuer avant qu'il devienne trop dangereux, ça aurait pas changé le présent de seulement quelques individus. C'est tout le présent tout entier qui aurait été modifié. Énormément de gens qui auraient dû mourir seraient encore en vie, mais énormément de gens qui auraient dû naître ne seraient aussi probablement jamais nés. En fait, le présent qui apparaît si on tue Voldemort dans le passé, il serait tellement différent, rien nous dit qu'il serait mieux en fait. Ça se trouve, il serait même encore pire. Vous imaginez, vous partez dans le passé pour tuer Voldemort et vous revenez dans le présent, en fait, il y a une entité encore pire que Voldemort qui est au pouvoir. Genre, vous revenez dans le présent et d'un seul coup, vous découvrez que vous avez changé un truc dans le passé et maintenant le monde est dirigé par un cochon d'Inde. Incline-toi, misérable, devant ton maître. Ah bah vous rigolez, mais n'empêche qu'avec un changement aussi radical dans le passé, le présent il serait tellement différent qu'après tout pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas utiliser un retourneur de temps pour tuer Voldemort dans le passé. C'est parce que c'est un pari beaucoup trop énorme pour le présent, et qu'un si gros changement dans l'histoire aurait forcément des conséquences gigantesques derrière. Ce qui fait que du coup on peut quand même vachement s'interroger sur la responsabilité de McGonagall à donner un retourneur de temps à Hermione quand elle n'a que 13 ans. Hein. Parce que franchement McGo, à quoi tu pensais là? Je suis pas certain que c'était une bonne idée, hein. En plus tout ça parce qu'elle a un caprice et qu'elle veut assister à plus de cours, on s'en fout. Enfin bon, en attendant, mystère résolu, et papy, je crois qu'il ne t'en reste plus qu'un seul. Oui, je sais, mais ne t'en fais pas pour moi, va. Parce que ce dernier mystère est de très très loin le plus redoutable que tu n'aies jamais affronté. Et ça, je vais te le prouver sur le champ. Mystère numéro 4. Comment Tom Jedusor a-t-il découvert la chambre des secrets la première fois? Eh oui, parce que Harry, lui, il a pu la trouver, mais parce qu'il avait plein d'indices quand même pour pouvoir la trouver. Il avait le journal de Jedusor, il entendait le basilic, et puis il a rencontré Mimi Géniard. Mais Voldemort, lui, il partait de rien. Et la chambre était tellement bien cachée que l'école a eu beau être fouillée maintes et maintes fois, personne n'a jamais réussi à savoir où elle était. Même Dumbledore. Et là, Tom Jedusor, il arrive, et puis pouf, il la trouve comme ça du premier coup. Oh, dis donc, elle est là. Bah dites, en fait, ça, c'est une sacrée coïncidence. C'est quand même vraiment très étrange, tu ne trouves pas? Surtout qu'à ce moment-là, il ne sait même pas encore qu'il est l'héritier de Serpentard. Ouais, si, oui, c'est vrai que c'est vachement bizarre, ouais. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ces livres? Hein? Ah, non, bah ça, non, bah c'est rien, ça, c'est parce que j'adore les livres. C'est super bon pour la santé, il faut lire tout le temps, c'est très important. T'es en train de chercher? Non. Xieux Théodore Archibald Nixes? Je déteste quand il utilise mon nom complet. T'es en train de chercher? Mais non, je suis pas en train de chercher, Ok, d'accord, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher parce que j'en sais rien, voilà, t'es content? Oui, enfin, j'ai gagné, c'est moi le plus fort! Oui, bon, ça va, détends-toi, hein, papy, parce que c'est la première fois que ça t'arrive en 5 vidéos, je te signale. Mais peu importe, le jeu c'était si j'arrive à te poser une colle, j'ai gagné et tu as perdu. Or là, il se trouve que tu ne sais pas, et donc ça veut dire que j'ai gagné! Oui, papy, t'as gagné, félicitations. Et en plus, humiliation totale, il se trouve que moi je sais comment il a fait. Oh non, c'est pas vrai, dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. Et je vais vous l'expliquer. Ok, maintenant ça devient humiliant. En réalité, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à penser que les Horcruxes ont été conçus dans cet ordre-là. D'abord le journal, puis la bague, ensuite le médaillon, la coupe de Poufsouffle, le diadème de Serre d'Aigle, et enfin, le serpent. Mais sauf qu'en fait, il y a un couac. Parce qu'en réalité, le premier Horcrux de Voldemort, ce n'est pas le journal intime, c'est la bague des Gaunt. Mais non, mais attends, c'est pas possible ça, parce que... Silence, avorton, c'est moi qui parle. Parce que si on regarde le journal de plus près, on peut facilement se dire que c'est
un Horcrux qui était censé être trouvé, étant donné qu'il est capable de répondre à son lecteur quand ce dernier commence à écrire dessus. En fait, le journal, c'était un Horcrux que Voldemort a fait pour pouvoir rouvrir la chambre des secrets, et pas seulement pour y cacher une part de son âme. Et d'ailleurs, comme le dit Harry lui-même dans Le Prince de Sang Mêlé, il ne voulait pas que ce travail considérable soit perdu, dit Harry. Il voulait qu'on sache qu'il était l'héritier de Serpentard, parce qu'il ne pouvait s'en prévaloir à l'époque. Parfaitement exact, approuva Dumbledore. En gros, si on résume, il avait le seum de pas pouvoir se la péter de son vivant, du coup il se la pète post-mortem. Donc ce Horcrux, puisqu'il devait être découvert et être utilisé, n'était sûrement pas le Horcrux auquel Voldemort tenait le plus. Et donc potentiellement, pas le premier non plus. D'autant plus que même chronologiquement, ça ne va pas. Parce que voici ce que nous dit Dumbledore à propos de Tom Jedusor quand il décide d'aller rencontrer sa famille, les Gaunt, lorsqu'il les a retrouvés justement pour leur voler la bague. L'été de sa 16e année, il quitta l'orphelinat dans lequel il revenait chaque année pour les vacances et entreprit de retrouver les membres de la famille Gaunt. Ah oui, bah tu vois, c'est l'été de ses 16 ans donc. Et comme il est né un 31 décembre, ça veut dire qu'il allait sur ses 17 ans, donc il allait entrer en 6e année, et c'est pendant sa 5e année qu'il a ouvert la chambre des secrets. Donc c'est bien le journal qui a été fait en premier, j'ai raison, regarde, c'est même écrit dans le livre. Bien sûr que je sais quelque chose à propos de la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas, mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre a été ouverte. Le monstre a attaqué plusieurs élèves et a fini par en tuer un. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. L'été de sa 16e année. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas encore 16 ans au moment des fêtes. Il en avait 15. Parce que sa première année, c'est celle qui s'écoule pendant qu'il a 0 ans, jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Et quand il a 1 an, il attaque alors sa 2e année. Donc l'été de sa 16e année, c'est l'été pendant lequel il a 15 ans. C'est l'été juste avant qu'il entre en 5e année. Donc il n'a pas encore ouvert la chambre des secrets, il n'a pas encore transformé le journal en Horcrux, mais par contre ce qu'il a, c'est la bague. Et puisqu'à ce conseil n'est allé qu'une seule fois à Little Angleton, il y a fort à parier qu'il ait transformé la bague en Horcrux aussitôt dès qu'il l'a eu en tuant son père, Tom Jedusor Senior. Parce que ça pour le coup on en est sûr, c'est lui qui l'a tué pour fabriquer son Horcrux. De plus, quand il va voir Slughorn pour lui demander s'il peut en créer plusieurs, on voit qu'il a déjà la bague. Mais à ce moment-là, la chambre n'a pas encore été ouverte. Or, comme je l'ai dit, il veut savoir si c'est possible d'en faire plusieurs. Donc la bague est déjà un Horcrux, et c'est le journal qui ne l'est pas encore. Oui, bon, à la limite, ça ok, mais par contre, je vois pas le rapport. En quoi ça nous explique comment il a ouvert la chambre des secrets? Ça n'a absolument rien à voir, c'était juste pour me la raconter. Par contre, là où ça devient important, c'est que l'année durant laquelle il a ouvert la chambre des secrets, c'est l'année qui vient juste après l'été où il a rendu visite aux Gaunt. Or, les Gaunt savaient où était la chambre des secrets, ils savaient aussi comment y entrer, ils s'en vantaient souvent, et on sait que c'est vrai, puisque quand à un moment donné à Poudlard, on a voulu installer la plomberie, la chambre des secrets a failli être découverte à cause des travaux, et c'est Corvinus Gaunt qui a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et quant à Voldemort, en bon Legilimens, il n'a sûrement pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir toutes ces informations de la part de sa famille. Voilà comment Voldemort a su qu'il était l'héritier de Serpentard, et voilà comment il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur la chambre des secrets. Jeu 7 et match, j'ai gagné! Waouh, ok, et écoute, papy, félicitations, je reconnais ma défaite. Tu es sûr que tu n'oublies rien? Ah oui, c'est vrai, pardon, et je jure fidélité au nouveau roi de la couronne dont le règne ne saurait être contesté. Voilà! Oh bon sang que c'est bon, j'adore ce jeu! Enfin, quand je dis ne saurait être contesté, pour l'instant. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre mystère résolu préféré, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des questions sans réponse sur l'univers d'Harry Potter, et si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, déjà je vous en mets 2 autres juste ici que vous